Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous avons un petit ADN sur un thème. Ça fait, je sais pas, peut-être un an ou deux ou trois, au ou minimum quatre, qu'on le réclame, ouais. Que ce thème est attendu, demandé. Et qu'à chaque fois, on doit partir avant de le faire. Voilà, c'est ça, par Natacha et notamment par Flavie qui sont là toutes les deux. Flavie, ça va la pêche? Ouais, ça va, carrément la patate. Natacha, motivée? Bah oui, complètement. À fond. Ça fait longtemps qu'on l'attend, là, ça y est. Et moi, je suis avec Adrien. Adrien, ça va? Ouais, bah écoute, ça va, mais nous, on est complètement. Nous, je pense qu'on va hors faire sujet. on va faire des blagounettes. Voilà, c'est ça. Puis peut-être on va faire un deuxième podcast en parallèle, Ouais, tu vois. c'est ça. Donc, nous, on n'y connaît rien. Hein. Donc, je vous préviens, on va vous écouter Peut-être attentivement. il faut dire maintenant, du coup, le nom du podcast. Donc c'est la sodomie, c'est ça? Il s'agit bien sûr de la... De quoi? non, c'est pas ça. Ah non, je me suis trompé. J'ai pas entendu. Et non, de la littérature de le podcast jeunesse à la maison. Il s'agit d'un podcast sur la littérature de jeunesse, donc rien à voir avec la sodomie. Ah pardon. Adrien. Donc, un podcast sur la littérature. Ah, pourquoi la littérature de jeunesse? Beaucoup de personnes se sont mis au jeu de rôle par les livres, par exemple, de Joe Dever, les livres dont vous êtes le héros, Joe Dever, qui est mort cette année. Oh, décidément, l'année 2016 pour les personnalités célèbres, ça aurait été terrible. Il est arrivé en page 400. Personnalité Au paragraphe célèbre 400. qu'on apprécie. Maintenant, vous savez que ce podcast a été enregistré en 2016, en décembre 2016, Pardon. pour être très précis. Mais c'est pas grave, Natacha, t'inquiète pas. Les ADN sont parfois enregistrés très très longtemps en avance, c'est pas étonnant, puis c'est des podcasts qui n'ont rien à voir avec l'actualité a priori. Mais voilà, cette année aura vu donc la mort de Joe Dever, célèbre auteur de livres dont vous êtes le héros, des livres qui ont mis énormément de jeunes au jeu de rôle. Aujourd'hui, on a décidé de faire ce podcast sur la littérature de jeunesse parce que pour beaucoup, le jeu de rôle, ça commence par la littérature et notamment les ouvrages qui leur sont réservés. Alors, est-ce que justement ça a du sens? Est-ce qu'il y a une littérature pour les jeunes? Qu'est-ce que ça veut dire une littérature de jeunesse déjà? Alors déjà, il faut qu'on s'entende sur les termes parce qu'il y a même débat sur comment appeler cette littérature-là. Moi, j'aimerais bien partir pour ce podcast sur un stéréotype que beaucoup de gens ont sur la littérature de jeunesse. Pour beaucoup de gens, c'est une littérature naïve. Une littérature qui, du coup, n'a pas ça vraiment qui n'a de littérature que le nom, et où ce serait censé être des sous-livres, une sous-littérature, même pas vraiment de la littérature, parce que trop naïf pour les enfants, avec une vision de l'enfance très très moche. Note ce que tu Où voulais les dire, enfants, Natacha, parce que je crois qu'on est parti sur autre chose là. Où les enfants sont considérés comme des mini-adultes dont on attend enfin qu'ils grandissent. Et une littérature considérée comme sans intérêt. C'est souvent ce que je peux entendre, moi. Et du coup, littérature de jeunesse, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, littérature de jeunesse? Alors, tu disais qu'il y avait un débat déjà Sur les termes, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'appelle pas dans le... Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les universitaires qui ont commencé à travailler là-dessus, ou les profs qui s'en servent en cours, ou les libraires qui en vendent et qui la conseillent. Tout le monde n'a pas la même façon de l'appeler. Déjà, par exemple, Flavie dit beaucoup littérature de jeunesse. Moi, c'est quelque chose que je dis rarement. Je dis plutôt littérature jeunesse ou pour la jeunesse. Habitude de mon mémoire, et je fais référence aux travaux de Bertrand Ferrier, qui a écrit un livre qui s'appelle Tout n'est pas littérature. Qui travaille sur la littérature jeunesse et la littérarité dans les livres jeunesse, et qui fait son intro sur le fait que lui, il remet en question ce terme-là en disant littérature jeunesse, c'est pas bon parce que jeunesse n'est pas un adjectif. Bon, déjà, je suis pas d'accord avec lui, mais voilà. Littérature de jeunesse, ça sous-entendrait ce que Adrien comprend quand on emploie cette expression, que c'est la littérature de la jeunesse d'un auteur, comme Victor Hugo quand il avait 16 ans. Voilà. Moi, j'avais une prof à l'ancienne UFM SP qui disait littérature jeunesse, c'est simple, c'est les livres sur lesquels il y a marqué en dessous de 16 ans, mais en vrai, ça ne veut rien dire. Oui, alors en plus sur les âges inscrits par les éditeurs, ça ne veut pas dire grand-chose en général. Et enfin, lui, l'expression qu'il emploie, c'est littérature pour la jeunesse. Voilà. Et les autres trucs qu'on peut entendre, c'est par exemple quand tu veux raccourcir vraiment, quand tu prends des notes à l'université, LJ, donc le sigle qui irait avec ça. Moi, ça me fait penser à... Alors, faudrait que Fabien soit là pour donner les acronymes exacts, mais aux définitions des mouvements LGBT, est-ce qu'on met le T ou pas, est-ce qu'on met queer ou pas, les autres acronymes. Les joyeux bordels. Ouais, c'est ça. Non, mais et du coup, on retrouve la même chose parce que au final, c'est tellement technique. Même le nom littérature pour la jeunesse.
en fait, ça exclut le fait qu'un adulte, quelqu'un qui n'est plus jeune, puisse le lire. Alors qu'on pourrait dire littérature pour la jeunesse, entre autres, tu vois, donc ça serait LPJ-EA. Du coup, on pourrait avoir un truc sans fin. Après, ça va rester très difficile, je pense, de oui, trouver un terme. C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie du truc auquel je voulais venir, mais je précise juste avant que les travaux de Bertrand Ferrier là-dessus sont quand même très controversés et que effectivement, nombreux sont les universitaires à dire littérature jeunesse pour simplifier, ou etc. Et donc l'autre problème, c'est qu'est-ce que c'est la littérature jeunesse ? Et Bertrand Ferrier explique que pour lui, c'est les livres qui sont d'abord destinés à un public enfant ou adolescent, mais qui peuvent être lus par tous les âges. Comme un peu, on pourrait parler de films familial. Qui sont destinés à tout le monde, sauf Adrien. Bah non, les Pixar par exemple, tu peux bien y accrocher. T'as bien beaucoup aimé Inside Out. D'accord. En fait, ces débats autour des étiquettes, en fait, généralement les étiquettes elles sont créées par les libraires, par les bibliothèques, pour classer en fait des livres, par des éditeurs. La plupart du temps, si. Et en fait, c'est dès qu'on cherche à mettre des choses et du sens derrière les étiquettes qu'on se retrouve face à ces problématiques de fond de tiroir dont Adrien parlait par rapport au LGBT et tout ça. On a ça avec la métaphysique aussi. À l'origine, le mot métaphysique, c'est juste un mec qui dit de classer ça après les livres de la physique d'Aristote. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça quand même très intéressant pour pouvoir parler de quelque chose. Alors là, je suis désolée, je vais citer Michel Pfeiffer dans Dangerous Mind. Les mots sont des idées, on ne peut pas penser sans idées. Quand on classe quelque chose, c'est aussi pour permettre de penser l'objet qu'on a classé. Ça ne veut pas dire que la classification, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas être transformée, mais elle a un intérêt. Comme elle est là, on va pouvoir discuter sur ce qu'il y a dedans. Et c'est une grille d'études, c'est pas un truc absolu. Le problème, c'est que ce que vous dites, c'est vrai dans la bouche d'intellectuels qui réfléchissent sur le sujet. Le problème, c'est quand ça arrive en librairie et que c'est classé comme ça a un impact sur qu'est-ce qui est acheté, par qui, qu'est-ce qui lit quoi. Ça crée les etc. étiquetages caricaturaux et donc le problème dont tu parlais, Flavie, le c'est-à-dire côté faussement naïf que les gens voient dedans. Le rayon, il y a un rayon jeunesse, je ne vais pas y entrer parce que moi je vais voir la grande littérature ou la littérature pour adultes. Au-delà de ça, j'ai déjà vu moi des enfants profondément choqués par des livres qu'on leur avait achetés dans des rayons jeunesse. Parce que du coup, en fait, les parents ou les gens, c'est bon, c'est pour la jeunesse, ils prennent n'importe quel bouquin dedans. Et en fait, tous les livres ne sont pas de un pour tous les âges. Et dans la littérature jeunesse, il y a de tout, y compris du très choquant. Et du coup, ça m'amène à penser qu'en fait, la littérature jeunesse est avant tout en fait, une littérature de propos. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est souvent très repris par de la politique, avec toutes ces merveilleuses, ironie constante, merveilleuses collections filles et garçons, avec les livres roses et les livres bleus. Parce qu'en fait, dans les livres de littérature de jeunesse, il y a à chaque fois des propos, que ce soit contre le racisme ou de tolérance ou ce genre de choses qui sont très présents. Même très dissimulés, on en reparlera avec certains titres que j'ai en tête. Et qui du coup, pour moi, en fait surtout une des plus grosses littératures à propos qu'on peut voir. J'ai rarement vu des livres de littérature de jeunesse sans propos. Même dans certains documentaires, il y a toujours ce jeu sur la limite, sur qu'est-ce qui est choisi d'être montré aux enfants. Qu'est-ce qui est dit ? Si on prend le dico des filles, par exemple, qui tient des propos qui semblent destinés aux adolescentes, donc le dico des filles explique par exemple que si tu es attiré par une fille, c'est juste une passade, en fait c'est juste que c'est peut-être ta meilleure amie, que c'est une amitié très forte, etc. Qui est finalement très conservateur parce qu'en fait c'est pas fait par une édition qui a des orientations religieuses particulières, etc. Et même sur des documentaires sur la forêt, selon ce qui est montré dans le documentaire, notamment par exemple sur l'entretien de la forêt, etc., il peut y avoir soit un message écologique, soit un message qui ne l'est pas. Donc du coup, moi ça m'amène vraiment à penser cette littérature de jeunesse comme une littérature de propos. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas non plus dans la littérature adulte, mais je pense que c'est très très présent dans la littérature de jeunesse. En fait... Pardon, vas-y Natacha. Non, t'as demandé la parole à vous. C'est juste, en fait, je me demande jusqu'où ce phénomène-là est pas lié au fait que dans la société, le jeune, c'est celui qu'il faut éduquer. C'est celui qui est malléable. C'est celui qui est malléable, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour finalement le sens, le but d'un livre de littérature de jeunesse, ce serait d'être éducatif, de proposer un message pour former. C'est forcément un livre formatif. J'irais plus loin. Je dirais que c'est politique.
C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense par exemple à certaines revues de témoins de Jéhovah que je peux feuilleter aux toilettes pour rigoler. Il y a des passages qui sont limite des BD, qui sont adressés aux enfants. Un contenu plein d'idéologies comme ça, adressé à des enfants, va jouer énormément sur leur perception du monde et ça les prépare à rentrer dans un moule donné. Donc, est-ce que tu penses que, Flavie ou Natacha, vous pensez que c'est pour ça justement qu'il y a des propos dans ces livres? Est-ce que à la base, c'est pas... Moi, je pense avant tout que c'est parce que les enfants se posent énormément de questions sur la société dans laquelle ils vivent et que les livres qui les touchent sont ceux qui ont des propos. Moi, pour le coup, je le vois dès la maternelle. Les livres qui leur plaisent sont ceux dans lesquels il y a des questionnements moraux, sont ceux dans lesquels un des personnages principaux auxquels ils s'identifient va être floué, il va se passer quelque chose. Et leurs livres, à chaque fois préférés, ne sont pas... Moi, j'avais entendu « Oh, mais les livres qu'ils préfèrent, c'est les livres humoristiques ». Ce n'est pas vrai. Les livres qui font peur, les livres qui posent la question de qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que c'est être tolérant, qu'est-ce que c'est accepter quelqu'un, sont leurs livres préférés. Toute la série des Max et Lily, par exemple. Les Max et Lily posent énormément de questions de ce genre-là. Et Max ne veut pas aller à l'école. Lily a été suivie sur le problème du harcèlement dans la rue, etc. Les parents de Zoé divorcent, qui est une amie de Max et Lily, etc. Tout cela, moi, j'ai beaucoup aimé quand j'étais gamine. Ils sont assez controversés aujourd'hui, maintenant, quand j'en entends parler. Ah oui, les Max et Lily, c'est pas terrible, etc. Les gamins adorent ça. Et pourtant, c'est bien parce que c'est des questions auxquelles ils sont confrontés en permanence. Il y a un truc qui me surprend dans ce que tu dis, Flavie. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est que sans doute vrai ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, la littérature jeunesse, ça s'arrête pas à ce que les enfants aiment, non? Ça s'arrête. Enfin, pour moi, c'est ce que l'on veut vendre aux enfants en général. J'ai pas dit que ça s'arrêtait à ce que les D'accord, enfants aiment. Non, je te dis, les livres que les enfants préfèrent, de ce que j'ai pu voir, sont ceux qui les interpellent. Par contre, la vision que les adultes ont des enfants ne propose pas aux enfants que de la littérature qui leur plaît. Ouais, en fait, ce que je voulais juste te dire, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on ne parle pas que de cette littérature qui leur plaît, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi de parler de tout le reste, quoi. Là, je vous ai vu choisir vos livres méthodiquement sur tout ce qui est posé sur la table en disant « Oh, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, c'est trop bien ». En fait, j'ai choisi mes livres en fonction de certaines... Je crois pas qu'il y en ait un seul où vous ai dit « Ça c'est tellement rétrograde, mais il faut que j'en parle ». On peut parler des Martines, hein. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai choisi les livres que j'ai choisis, c'est en fonction de certaines grandes catégories que je peux voir. Tu veux qu'on parle de... Non, je veux qu'on parle des deux, en fait. D'accord, ok. En fait, on a beaucoup trop tendance à parler de ce qui nous touche en bien. Et je pense qu'en fait, notre objectif avec Flavie aussi, c'est qu'à l'issue de ce podcast, les gens qui écoutent se disent « Ah bah tiens, ce titre-là dont elles ont parlé, j'ai envie de le lire. » Moi, mon but à l'issue de ce faire découvrir des choses, en podcast, fait. c'est que les gens, en fait, déjà s'intéressent aux livres qu'ils achètent à leurs enfants parce que tout n'est pas achetable. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dire aussi. Et moi, quand je cite en fait des enfants qui ont été choqués par des livres qu'on leur a achetés, c'est des choses vraies. Un roman policier, même estampillé jeunesse, faites gaffe, il y a des choses qui peuvent être choquantes. Et que ce soit pour un gamin de CE1, le gamin de CE2 ne peut pas lire un livre destiné à des CM2. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Oh là, j'en ai plein. Alors, je sais pas, par exemple, j'en ai deux moi en tête. Le premier, c'est un qu'on a lu ensemble, Adrien, qui s'appelle Jeu d'enfant, qui est de Moka, je crois. Moka, qui est une très grande auteure jeunesse qui est très connue et qui fait des livres absolument géniaux. Jeu d'enfant, donc il commence par quelque chose de très naïf. C'est une jeune fille qui intègre un pensionnat de jeunes filles, voilà, et ça va virer petit à petit un peu à Sa Majesté des Mouches version fille, où il va y avoir des histoires très sordides de tentatives de viol dans le parc, de meurtres, etc. Et celui-ci, la libraire me l'avait donné parce que je lui demandais quelque chose d'un peu noir, justement, et en me disant, la libraire m'avait dit, je ne le recommande pas à tout le monde, et je mets une grosse étiquette, attention, scène choquante, quand je le recommande à mon cercle de lecteurs jeunes qu'elle fait venir. Donc voilà. Dans le roman policier, il y a pas mal de choses. Alors je vais pas me rappeler du nom de ce bouquin. C'est à New York, un petit gamin qui assiste à un meurtre. C'est pas Le Tueur à la cravate ou quelque chose comme ça? C'est un petit black qui assiste à un meurtre. C'est important de dire qu'il est black parce qu'il y a tout un travail aussi sur le racisme et la position du racisme et de la croyance en l'enfant. C'est un enfant qui a l'habitude de mentir. Et en fait, il va assister à un meurtre et il y a le premier chapitre en fait décrit comment la personne est découpée en morceaux et mis dans des valises.
Et ce roman, je ne vais plus me rappeler du nom, je le mettrai au pire dans les commentaires. Et du coup, c'est comment cet enfant va avoir sa parole en fait déniée par les adultes et par la police. Sauf que les blancs qui ont découpé cette personne vont entendre ce qu'a dit cet enfant et du coup vont se mettre à harceler cet enfant. Et c'est vraiment un truc qui est assez choquant et en fait, il est souvent proposé au CM2, mais c'est à 2 ans près. Moi, j'ai vu la différence. À 2 ans près, moi, j'ai essayé de le travailler avec des CE2 en coupant en fait la scène choquante, parce que j'avais essayé j'avoue, je me sers beaucoup de mon neveu et ma nièce pour faire des expériences. Oui, moi aussi en jeu de rôle. Et du coup, j'avais demandé à mon neveu à cette époque-là ce qu'il en pensait et tout. Et en fait, j'avais été obligée d'arrêter parce qu'il m'avait dit non, mais là, faut arrêter quoi. Enfin, et à 2 ans près, clairement, ce livre n'est pas fait pour tout le monde. De la même façon, sur les livres de Solotareff, il y a un travail sur l'illustration qui fait que ce livre dérange énormément les enfants au bas âge. Donc toi, en fait, Flavie, un de tes propos dans ce podcast, c'est de dire les parents ne surveillent pas assez la littérature de jeunesse de leurs enfants. Ils se disent, c'est bon, j'ai trouvé ça dans la littérature. Mais c'est vrai aussi, à la télévision ou à pas mal de choses. Non, je suis pas d'accord avec toi, justement. J'allais justement te poser la question sur le jeu vidéo, qui en parallèle, lui, par contre, fait l'objet d'une surveillance extrême. Oui, mais pas à la télévision, par contre. Alors, la télévision... Sans parler des parents, de la loi, l'État. Regardez la façon dont l'État et la loi surveillent le jeu vidéo par rapport à... Non, vous hochez tous la tête. Peggy, c'est pas la loi. Voilà, pour commencer. Et puis, je suis désolée, mais les parents font pas forcément attention. Moi, j'ai des 6e qui m'ont dit « Ah bah oui, c'est comme dans Call of Duty ». T'as quel âge déjà ? Alors j'aimerais te dire que toi t'as des 6e, moi j'ai souvent des plus jeunes et eux ils jouent déjà à Call of Duty. Ouais, donc même quand c'est estampillé comme ça, les parents font pas forcément attention. Hein. Et puis à nouveau pour te dire, Peggy c'est pas un sigle d'État. Non, là où je voulais en venir, mais j'ai raté mon truc, c'est que je voulais vous dire que à partir du moment où dans notre société il y a des images, il y a du son, on est beaucoup plus attentif à ce que regardent et voient et entendent nos enfants qu'à ceux qui lisent. Et oui, il y aurait une espèce de sacralisation du livre qui ferait que à partir du moment où c'est écrit sur du papier... Je m'y suis mal pris, je suis désolé, mais ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est-à-dire que, et ce que veut dire Flavie, finalement, c'est attention, les mots aussi sont magiques, et des images. J'ai vu des enfants lire des BD de zombies en CE1 et être profondément choqués et venir m'en parler parce qu'en fait, ils tremblaient et que ça leur provoquait des cauchemars. C'est aussi pour ça, moi, que je voulais faire... parce que je pense qu'en fait, il y a pour chaque âge et pour chaque propos qu'on voudrait faire naître chez les enfants, parce que généralement, quand on offre un livre, c'est aussi ça, c'est important de se demander ce qu'on va conseiller aux enfants et c'est aussi important de se demander comment on va faire pour faire naître cette envie de lecture chez l'enfant en fait. Et puis des fois, et surtout, en fait des fois, moi c'est surtout les fois où c'est bien fait, c'est vraiment très subtil parce que quand c'est des propos que moi je défends en plus et sur lesquels je suis complètement d'accord, c'est des valeurs que je partage. Je pense au livre Les 3 brigands. Bah oui, les livres des 3 brigands, c'est des 3 hommes qui élèvent des enfants. Donc, oui, on peut vivre seul sans femme et élever des enfants dans un foyer où il n'y a pas de mère. Mais de toute façon, alors c'est Ungerer, c'est un des auteurs qui m'a fait aimer la littérature de jeunesse, qui m'a fait comprendre ce qu'était la littérature de jeunesse. Alors, pour replacer Ungerer, dans les années 70, c'est un auteur sulfureux de littérature de jeunesse. Parce que justement, il fait Les 3 brigands, il fait surtout ce qu'on appelle le géant de Zeralda et la grosse bête de monsieur je ne sais plus comment. Et en fait, dans le géant de Zeralda, il reprend le mythe de l'ogre qui va kidnapper une petite fille et la petite fille va lui faire à manger. Et du coup, au lieu de la manger, il va en tomber amoureux et ils vont se marier. Sauf que Ungerer est très très friand de toute la symbolique des contes et prend un malin plaisir à la détourner et à faire des sous-entendus sexuels. Alors, et là, en fait, ce qu'il dit dans le géant de Zeralda, c'est... en fait, lui, ça se finit bien, ils ont des enfants, etc. Mais gaffe aux contes que vous lisez aussi à vos enfants. De la même façon, dans La grosse bête de monsieur, je ne sais plus comment, il a fait un travail sur l'illustration où la grosse bête, en fait, ressemble à un pénis. Et ça a été un livre qui a déclenché l'ire de toute la littérature. Et pourquoi il a fait ça ? C'était pour
provoquer une réflexion, non pas de la part des enfants, mais des adultes sur ce qu'ils proposaient aux enfants et sur ce que eux, les adultes, mettaient dans ce qu'ils voyaient dans la littérature de jeunesse. Parce que les enfants, quand ils lisaient en fait ce livre-là, voyaient pas du tout un sexe ou autre chose. Ils voyaient une super histoire avec un monsieur qui finalement décide de se lier d'amitié avec des enfants, mais vraiment de l'amitié parce que c'est un monsieur seul. Enfin, Ungerer, il a vraiment fait tout un travail sur la solitude et le désir d'amitié. Et les adultes n'ont pas vu ça. Les adultes ont tendance à projeter en fait dans ces histoires-là des choses qui n'y sont pas. C'est la grosse bête de Monsieur Racine. Monsieur Racine. J'ai fait une recherche sur Internet pour savoir. Natacha, tu voulais ajouter quelque chose? Autre auteur d'albums jeunesse qui fait des albums qui peuvent être perturbants, c'est moi un truc que j'avais découvert quand j'étais en fac. Il s'appelle Christian Bruel. Parmi les titres, il y a Rouge bien rouge et Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, je crois, quelque chose comme ça. Comment tu dis qu'il s'appelle, répète? Christian Bruel. D'accord. Bruel comme Patrick et Christian comme Christian. Bruel comme Bruel, enfin je sais pas. Patrick Bruel, quoi. Bref. Qui ça? Une célébrité. Et parmi les albums, il y en a un dont je n'ai pas retrouvé le titre et je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure en préparation du podcast, où c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'invente une amie imaginaire. Et au départ, on a l'impression que c'est sa sœur, et donc il y a comme une scène où elle sort de la couette du petit garçon, et c'est presque comme si le petit garçon accouchait d'elle, en fait. Et puis ils ont une relation ambiguë qui tourne presque à l'érotisme, un peu entre les deux enfants, parce qu'ils dorment dans le même lit, enfin voilà. Et au bout d'un moment, elle disparaît, et donc là, du coup, il y a l'apprentissage de la mort, cette fois-ci. Et on ne sait pas trop quelle est la relation avec le gamin, d'où est-ce qu'elle sort, où est-ce qu'elle va. Et même les deux... enseignantes qu'il avait étudiées, qui devaient en faire un bilan au séminaire auquel j'assistais, disaient on en est venu à trouver des interprétations complètement farfelues parce qu'on ne savait plus comment l'interpréter tellement c'était... Et voilà, et comment les gamins l'interprètent, et comment les gamins l'interprètent justement? Là, moi, je l'ai pas mis entre les mains d'un public jeune, donc je ne sais pas. Et ces personnes-là n'en ont pas parlé? Non. Parce qu'elles l'avaient lu pendant l'été, donc elles n'avaient pas encore eu l'occasion de le faire. Alors moi, de ce que j'ai pu voir, c'est... on a tendance à vouloir édulcorer de façon très très intense tout ce qu'on va proposer aux enfants. Les contes ne sont plus les vrais contes. On a peur de choquer. On a peur de choquer. On veut totalement maîtriser ce qu'on va les enfants, c'est alors que les enfants, en fait... On est dans une enfance Disneyland. Voilà, alors que les enfants... attention à Disneyland. Non. Disney, c'est ultra flippant. Regarde Pinocchio. Disney, c'est ultra flippant. Pinocchio, la Blanche-Neige, puis même les derniers. La Belle et la Bête, elle m'a effrayé quand j'étais gamin. Ouais, mais mon frère et ma soeur voulaient pas le regarder. Tous les Walt Disney ont toujours une part d'ombre, ont toujours une scène qui est particulièrement choquante. On l'a regardé, on a fait le test avec Flavie. Pinocchio, mon Dieu, Pinocchio, c'est le pire. Peter Pan, le début de Peter Pan est pas mal dans le genre aussi, je trouve. Même le personnage du héros. Bon, en gros, moi, ce que je remarque, c'est que on a tendance à croire que les enfants, déjà, ils sont bêtes. C'est juste des mini-adultes pas finis. La maternelle, ça sert à rien. De toute façon, à cet âge-là, au primaire, ils sont pas capables de comprendre ce qu'on va leur dire. Donc ça, c'est pas... Voilà. Ils sont pas capables de comprendre ce qu'on va leur dire, etc. Juste, ils n'ont pas les mêmes codes que vous, adultes. Et en fait, ils sont en train de rechercher leurs codes. Et j'insiste sur leur code. Et du coup, quand ils vont lire ces histoires-là, ils ne vont pas y voir la même chose que vous. Mais alors, quand je dis pas y voir la même chose, pas du tout. Moi, j'ai tendance à voir dans la littérature de jeunesse toute une partie de la littérature de jeunesse que j'appelle pour se construire. Et je vois par exemple un livre, alors ça c'est plus tranquille, Elmer de David McKee, qui est l'histoire d'un éléphant qui très bariolé dans un monde où il n'y a que des éléphants gris, qui va essayer de se recouvrir en fait de baies grises pour pouvoir ressembler à tous les autres éléphants, mais en fait il ne ressemble pas à tous les autres éléphants et il va pouvoir amener le rire. Quand vous lisez ça aux enfants, vous d'adultes, vous trouvez que c'est niais. Oh, c'est bon, c'est juste un éléphant. Et en fait, eux, ils ne le voient pas du tout comme ça. Eux, quand vous lisez ça avec eux, une des premières questions, parce que je l'ai quand même fait, j'ai quand même travaillé très très souvent avec des enfants, la première question c'est « mais pourquoi il veut cacher qui il est ?» Ensuite, c'est « mais pourquoi des baies grises ? Il pourrait prendre des baies rouges ou… il faut qu'ils comprennent parce qu'il veut ressembler à tous les autres. Mais pourquoi ressembler à tous les autres ? Et là, ils comprennent du coup « ah ouais, mais c'est parce que quand on ne ressemble pas à tout le monde, du coup, on est montré du doigt. »
Et il y a toute une construction qui, sur vous paraît niaise, mais qui, eux, leur provoque vraiment des questionnements. Elmer, c'est un des livres que mes moyennes sections, à chaque fois, préfèrent. Parce qu'il y a vraiment toute un questionnement. Et du coup, quand on va à la bibliothèque ensuite avec eux, ils ne demandent pas des livres de documentaires niaiseux, ils demandent des livres qui parlent de ça, qui demandent du rejet, qui demandent un questionnement sur qu'est-ce que c'est être différent, etc. Et ça les interpelle vraiment. Là où quand vous êtes adulte, vous ne voyez pas forcément ça. De la même façon, pour le livre que tu disais, dont tu parlais, eux, ils vont voir la question de d'où je viens. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est avoir un ami imaginaire aussi? On oublie très souvent que les enfants aiment se créer des mondes imaginaires. Et en fait, ils n'y voient pas du tout la même chose que nous. Sur la question de la simplification, je voulais parler à un moment donné, on s'était dit en préparation qu'on voulait parler de la bibliothèque rose et verte. Il faudra qu'on en fasse un sort. Je fais juste une parenthèse sur le fait que la bibliothèque rose, attention, si vous voulez faire lire les clubs des 5, les Fantomètres et autres clans des 7 à vos enfants maintenant, s'il vous plaît, ne prenez pas les nouvelles éditions et allez chez les bouquinistes et prenez les anciennes ou retrouvez-les dans vos placards, etc. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils ont été réédités avec du nouveau vocabulaire simplifié pour les enfants. Simplifié. Et ils sont passés du passé simple et de l'imparfait au présent. Non. Donc, moi, je trouve ça... Quand on vous dit les gens pensent scandaleux. Que les enfants sont bêtes, oui. Alors que les enfants... Je travaille avec des maternelles, je leur lis sans arrêt des contes au passé simple. Les maternelles, à la fin de la grande section, ils sont capables d'utiliser du passé simple. Et même, ça les amuse. Ils font des essais. Du coup, ils font plein d'erreurs affreuses à l'oreille. Mais c'est des essais. Ils aiment essayer. Regarde, même notre enfant Soren, il a 3 ans, il fait des essais de passé simple quand on a l'habitude de lui lire des contes parce que ça le fait marrer. Et moi, je me souviens que justement, mon vocabulaire, il s'est forgé avec la bibliothèque rose. Je me souviens d'avoir appris le mot verger. C'est tout bête, hein, mais le mot verger avec la bibliothèque rose et le club des 5, je crois, ou Fantomètre, je sais plus lequel des deux. Et donc, oui, ils vont buter sur les mots, mais c'est aussi comme ça qu'ils vont s'apercevoir aussi qu'on peut comprendre une histoire sans comprendre tous les mots. Et c'est bien que tu parles de ça, ça va m'amener à l'intertextualité, parce que la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, en fait, mine de rien, proposaient des livres, en fait, qui jouaient avec toutes les notions de culture littéraire, en fait. Quand ce qu'on appelle intertextualité, peut-être tu veux l'expliquer, tu l'expliqueras. Vas-y, non, enfin, peu importe. C'est le fait de retrouver des éléments de texte et des éléments littéraires d'un livre à l'autre, en fait. Oui, c'est l'idée qu'un texte est comme un palimpseste. Le palimpseste, c'est le parchemin qu'on grattait pour réécrire par-dessus, mais du coup, on pouvait voir en transparence l'ancien texte. Et donc, quand on lit un roman, un poème ou quoi, on peut retrouver des références à d'autres choses, d'autres textes, d'autres auteurs précédents, même des références culturelles autres, etc. Et moi, j'étais une grande fan des Alice, qui faisaient c'était des romans policiers de la bibliothèque verte. Je pense qu'à l'époque, j'ai lu l'intégralité de tous ces livres-là. Et Alice, en fait, à chaque livre, il y a une référence littéraire qui est cachée derrière. Et du coup, quand tu connais bien les Alice, quand j'allais dans les bibliothèques, en fait, je m'amusais à retrouver le livre dont avait été tiré Alice. Ça, je savais même pas, tiens. Et du coup, je vois aussi le lien avec Mary Higgins Clark. Je pense que Mary Higgins Clark, elle a dû... je pense que les Alice ont certainement... Il y a des liens entre les deux, parce que du coup, moi, quand j'avais fini de lire les Alice, j'étais plus âgée, et donc je me suis dit, je vais me lancer dans le roman policier plus adulte, et Mary Higgins Clark venait compléter le truc. C'était pour moi un chemin assez logique. Et il y a vraiment ce passage dans les Alice où, certes, c'est de l'enfance, c'est des ados qui font des enquêtes, mais il y a vraiment des notions de... Des jeunes adultes en plus, parce que Alice a le permis quand même. Tout à fait, ouais. Et puis elle a un amoureux, et puis elle a des amis, etc. Et du coup, moi, il y a vraiment toute cette notion, je pense, qui est vraiment propre à la littérature jeunesse. Je pense qu'il y a aussi ça dans la littérature pour les adultes, mais c'est vraiment un des points très très importants en littérature de jeunesse, cette notion d'intertextualité et de jeu sur les limites dans la littérature. C'est je reprends une histoire que je connais, je vais mettre des petits éléments dans cette histoire-là, je vais m'amuser à distiller des petits éléments de conte, des petits clins d'œil. Sur l'intertextualité aussi, ça nous prouve que justement, ce n'est pas destiné uniquement aux enfants, parce qu'il y a des références qui sont explicitement uniquement destinées aux adultes. Je pense à certains albums de Claude Ponty, et notamment la fête d'anniversaire, anniversaire en 2 mots, où c'est plein de petits canards qui préparent un grand gâteau parce que c'est bientôt la fête d'anniversaire. On ne sait pas qui est cet anniversaire qui doit arriver
arriver à un moment donné. Et la dernière double page, c'est la fête d'anniversaire. Et il y a plein de petits dessins d'invités, etc. Et donc, c'est en fait comme une espèce de page de Où est Charlie, où il faut retrouver toutes les références, parce que c'est que des personnages d'œuvres de fiction autres. Et parmi les personnages, il y a notamment le personnage de l'affiche de L'Exorciste. Et ça, c'est sûr que c'est explicitement destiné aux adultes, parce que c'est pas les enfants qui vont retrouver l'exorciste dans ce truc-là, quoi. Et c'est un des trucs, par contre, que je trouve très très important en littérature de jeunesse, c'est la place de l'illustration. La place de l'illustration amène énormément de liberté et d'ironie dans beaucoup de... Quand c'est illustré, parce que c'est pas toujours illustré. Juste un point, là on retrouve aussi un lien avec le jeu de rôle. C'est-à-dire que la littérature de jeunesse, c'est encore une littérature dans laquelle on se donne le droit de mettre des images pour illustrer. C'est pas toujours le cas. Dans la littérature pour adultes, il y a beaucoup de livres qui sont très froids, très austères. Par la BD. Oui, il y a la BD évidemment, mais à moins que les auteurs aient une double aussi. casquette, comme Victor Hugo par exemple. Mais du coup, dans ces illustrations, il y a souvent plein de choses de cachées, et très souvent aussi pour les adultes. Mais souvent, pour pouvoir comprendre la littérature, il faut pouvoir comprendre à quoi fait référence l'illustrateur et l'auteur. Parce que souvent, c'est un travail qui a été fait de concert. Et je pense à ça, parce que par exemple, dans Les 10 petits pingouins, les dessins sont absolument formidables, avec plein de choses qui sont cachées dedans, avec plein de petites références. Mais c'est pas le seul. Dans Comment ratatiner, les séries de Comment ratatiner, que je vous conseille d'ailleurs pour vos enfants quand ils commencent à faire des cauchemars. Comment ratatiner les dragons, comment ratatiner les méchants. Il y a Cauchemar cherche bon lit aussi comme album que j'aime beaucoup. Oui. Et dans ces Comment ratatiner, l'illustration est très très importante, en plus très très belle, et il y a plein de petites choses qui sont cachées, des petits éléments, même moi je sais qu'en tant qu'adulte, je m'amuse quand je suis avec ces bouquins à trouver les choses, quoi. C'est juste extrêmement agréable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrateurs aussi qui sont à cheval entre les deux littératures. Je pense notamment à Benjamin Lacombe, qui fait autant un travail en littérature de jeunesse que pour des livres destinés à des adultes, dans lesquels il réintègre du coup de l'illustration dans des livres qui à la base n'en avaient pas ou n'en avaient plus. Ouais. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on trouve aussi beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, c'est parce qu'on suppose qu'il y a que certains, en tout cas des enfants ou des jeunes qui vont lire, n'ont pas forcément encore tout le vocabulaire, voire même parfois, comme c'est le cas quand ils sont vraiment très jeunes, ne savent pas encore lire. Et donc, il faut montrer en fait des choses pour qu'ils fassent le lien entre les choses que l'on montre et les noms qu'on emploie. Et là, encore une fois, je suis désolé, mais dans le jeu de rôle, c'est pareil. Le bestiaire, typiquement, c'est ça. C'est du vocabulaire abracadabrantesque avec des belles illustrations. Pour le Glurbluc de l'espace. C'est ça, quoi. Enfin, voilà, le bestiaire de Cthulhu, c'est n'importe quoi. Et en plus, faut aussi comprendre que comprendre une image. Les des grands enfants. Comprendre une image n'est pas si évident que ça. J'ai parlé récemment à une personne qui est plus âgée, et on parlait de la BD, et elle me disait mais moi je lis pas de BD. Et je disais mais pourquoi? Elle me dit mais parce que moi je ne comprends pas les images. Elle me disait qu'elle passait plus de temps en fait à essayer de comprendre les images que de comprendre ce qui était écrit. Oui, j'avais une formatrice comme ça qui nous avait expliqué qu'il y a différentes compétences de lecture, et que les compétences de lecture mises en jeu pour un roman, pour un magazine ou pour une bande dessinée ne sont pas les mêmes. Et moi, effectivement, la bande dessinée, je n'y arrive pas. Ça me tombe des mains. Et au bout d'un moment, ça n'avance pas assez vite pour moi. J'ai envie d'aller au bout, et du coup, je me retrouve à feuilleter les pages pour voir ce qui se passe à la fin, en fait. Et parce qu'il y a une façon de comprendre les images qui, je pense, doit démarrer tôt. Parce qu'en plus, on est dans un monde d'images actuellement. Et que ne pas comprendre les images fait qu'on peut plus facilement être manipulé par elles. Et du coup, cette littérature de jeunesse très encline à montrer des illustrations permet aussi d'en comprendre en fait les enjeux. Comprendre qu'est-ce que c'est une image, c'est pouvoir lire une BD, mais c'est aussi pouvoir comprendre en quoi cette publicité essaie de te manipuler. Je sais pas si ça permet de comprendre, mais d'apprendre. Parce que comprendre, tu vas un peu Enfin, tu as besoin d'apprendre chacun des médias, en fait. Que ce soit la BD, que ce soit le roman, que ce soit le cinéma. Enfin, moi, je me rappelle, ma mère m'a raconté que quand la télé est arrivée dans son village en Espagne, ses parents n'arrivaient pas à comprendre les films. Parce qu'en fait, dès que la caméra, il y avait une coupure et que ça passait à une autre scène, ils comprenaient plus le changement de point de vue, que le personnage soit téléporté. Ça semble évident, en fait. Et en fait, ce truc-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça. Génial. Et que la phase d'apprentissage est longue. J'ai envie de vous poser une question naïve. Moi aussi, après. Vas-y. En règle générale, quand même... voilà, quand on est adulte, on a tendance à plus trop regarder les livres pour enfants. Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous intéresser à ça aujourd'hui? Vous êtes grande quand même, vous avez passé l'âge. Ça a été l'un des trucs qui m'a permis de choisir mon métier.
j'ai choisi un métier dans lequel je pouvais lire des livres de littérature pour jeunesse. C'est la raison même pour laquelle j'ai choisi Natacha, mon tu métier. fais ça aussi. Hein. Alors, c'est pas exactement la raison pour laquelle j'ai choisi mon métier, mais en fait, moi, j'y suis revenue parce que j'avais démarré mon mémoire en master où j'avais démarré sur un sujet très sérieux, très académique, sur la littérature du 19e siècle, tout ça, blablabla. Avec des fins de mots qu'on accentue parce que ça fait plus sérieux. Voilà. Et on t'emmerde. Et en fait, j'en avais marre. J'étais dans une période où j'en avais marre donc c'était difficile en plus parce que j'en avais marre des études, tout ça machin, et j'en avais marre de lire des livres qui se finissent mal. Parce que dans la littérature classique française, à une ou deux exceptions près, ça se finit toujours mal. Et c'est pénible au bout d'un moment, surtout quand t'en as marre que t'es dans une période où t'as envie de lire des trucs un peu plus joyeux, moins déprimants, etc. Pour éviter de tomber dans le roman de gare aussi, parce que tu peux. Oui, ça. Et pour lire des trucs de qualité quand même, malgré tout. Et donc, je me suis dit, bon, en plus, ce travail de mémoire, c'est pas encore une thèse, mais c'est quand même pénible. Et donc, du coup, il va falloir un truc qui me motive jusqu'au bout et sur lequel je me dis, j'ai envie d'y revenir, même si j'ai pas envie de me lever ce matin. Si, j'ai envie de me lever parce que j'ai envie de travailler sur les bouquins, justement, sur lesquels je travaille. Donc, Excellent. j'ai dit à mon directeur de mémoire, en fait, stop, j'arrête avec vous et je vais trouver Madame Michu. Intel qui dirige des mémoires en littérature jeunesse et je vais travailler avec elle et je l'ai justifié en disant bah oui, je vais devenir prof de français, alors je vais travailler avec la littérature jeunesse, tout ça. Travailler avec les jeunes. Voilà, et donc j'ai commencé là-dessus et j'y suis revenue comme ça et c'est grâce à cette dame-là et aux autres universitaires avec qui elle travaillait que j'ai pu redécouvrir la littérature jeunesse et découvrir la littérature jeunesse de qualité. Avec des livres qui vraiment s'interprètent à plus haut sens, comme dirait Rabelais, ou qui sont très littéraires et bourrés de références et très bien écrits. Je trouve que littérature de jeunesse, déjà, on sent que c'est des vieux qui font les étiquettes, déjà, je trouve. Ouais. Moi, je vois des livres colorés, je me dis, bah, livre cool. Je ne dis pas livre pour les jeunes. Bah oui, le rayon, c'est vrai que le rayon les rayons librairie les rayons jeunesse des librairies sont beaucoup plus attrayants. Et Les déjà, meubles c'est sont pas- colorés. C'est pas Même les toujours. meubles. Et puis, Et c'est au la- niveau des formats, il y a un nombre de formats différents de couvertures. Alors là, les libraires te détestent pour dire ça, mais c'est trop chiant à ranger. Moi, je sais que je m'entends. Enfin, j'ai un super libraire juste à côté de chez moi qui a un espace jeunesse dans lequel c'est le foutoir absolu et c'est l'endroit qu'il préfère parce que justement tous les. Il y a de la jeunesse à Saint-Malo. Ah ouais. Ouais, J'ai- voilà. Elle est un peu cachée par les vieux. petits Mais de 50 ans Les petits jeunes de 55 ans nos écoles sont remplies de troisième âge. et du coup, moi, rentrer dans un espace de littérature jeunesse, ça me fait du bien parce que je vois plein de formats, je vois plein de choses différentes. Et Moi, c'est j'ai un peu le même ressenti quand je rentre chez Caribd, parce qu'on a l'habitude des bibliothèques de la Fnac où c'est des rangées de bouquins à la couverture, à la tranche blanche avec toute Ouais. une gueule plus austère les uns que les autres, et quand t'as des livres avec des formats, des couleurs un peu différentes. Moi, c'est ce qui m'avait attiré, je pense, à la science-fiction, c'est des livres qui ont une couverture un peu plus funky. Avec des nanas à gros seins sur des dragons. C'est ça, en côte de maille, enfin voilà. Mais non, mais Alors, du coup, moi aussi, j'avais ma question un peu troll. Enfin, pas tant que ça, je pense, mais parce que t'avais déjà apporté un petit élément de réponse. J'ai l'impression que la littérature pour la jeunesse, de jeunesse, machin jeunesse, tout ça, enfant, bidule, les personnages ont tendance à être plus jeunes pour que les lecteurs puissent se projeter plus facilement dedans. Est-ce que ça serait pas ça un vrai facteur en fait? Ça serait pas dire un roman pour la jeunesse, mais un roman sur la jeunesse. pas tout à fait vrai parce que par exemple dans le travail d'Yvan Pommeau, Je sais que tu avais donné un exemple avec un bouquin avec un adulte. il y a 18 beaucoup ans, de romans ou de littérature jeunesse avec des adultes que tu suis. En effet, il y a souvent des enfants, mais je vois le travail d'Yvan Pommeau sur la mythologie, par exemple, où tu suis les grands héros de la mythologie. Ouais. Ok. Mais c'est un exemple parmi quand tant même, d'autres. il faut le dire, assez souvent le cas. Oui, c'est vrai. Et ça donne des fois aussi, quand c'est mal fait, des trucs un peu tordus, bizarres, notamment en roman historique, Oui, où tout à le fait. héros qui n'est jamais, ou qui est très rarement, Les pommiers de Versailles, ou je sais plus comment Les ça s'appelle. orangers. Les orangers de Versailles. qui est en général, pas toujours, mais en général, pas Marie-Antoinette, pas les grands de la littérature, etc., se retrouvent confrontés aux événements historiques, croisent les personnages historiques, et donc doit vivre des aventures là-dedans, alors que il est juste petit apprenti boulanger, parfumeuse de la reine, etc. Et donc c'est des fois fait un peu artificiellement la manière dont il se retrouve confronté aux grands événements de l'histoire. Des fois c'est bien fait,
quand même, malgré tout, mais des fois, c'est pas toujours... donc c'est très vrai dans les romans historiques, et après, dans tous les romans autres, plus fictionnels, il y a toujours un truc pour lequel il faut qu'il se retrouve confronté de manière logique à l'aventure, soit parce qu'il est en apprentissage, donc après c'est toute la littérature de pensionnat. Harry Potter, c'est de la littérature de pensionnat, et c'est logique qu'il aille à Poudlard parce qu'il entre à l'école Poudlard à 11 ans. Voilà, enfin, et donc soit ils vont à l'école, ils rentrent dans un apprentissage qui fait qu'ils ont le bon âge pour entrer dans l'apprentissage, soit par exemple ils sont témoins du crime et ils deviennent des témoins gênants pour les alors ils vivent une situation insoutenable. Je pense à... Je vais pas me rappeler de son nom là non plus. C'est un livre qui parle de 2 jeunes filles qui viennent d'Haïti et qui vont vouloir prendre un bateau pour traverser illégalement pour pouvoir aller aux États-Unis. En fait, le bateau coule. Et évidemment, du coup, on vit leur mort, etc. Et du coup, ça parle d'une réalité qui existe. Ça permet d'ailleurs de préciser tout à l'heure quand je disais que je voulais revenir à des romans qui finissent bien. Tous les romans de littérature jeunesse ne finissent pas bien. Il y en a beaucoup qui finissent mal. Ouais. Mais, pour les entraîner à la littérature pour papa et maman. Et du coup, ça permet d'avoir des enfants qui peuvent s'identifier plus facilement à une situation réaliste de laquelle généralement ils ne sont pas proches. Ouais. Et d'y être confrontés. J'ai l'impression que les exemples que tu donnais avec les éléphants, en fait, quand tu mets des animaux, la question de l'âge ne se pose plus, et du coup, la projection se fait parce que c'est le personnage principal. Et... Encore que, parce que Elmer, il est plutôt jeune. Tout à l'heure, il faudra que je parle de la Cité des livres qui rêvent. C'est un dragon qui rentre dans un apprentissage. C'est un dragon de 10 000 ans. Enfin, je sais pas. Oui, mais il rentre dans une situation d'apprentissage. Oui. Il a encore ses parents. Oui, bien sûr. Par exemple, je vais citer Touchez pas au Roquefort, qui est un roman, un livre policier que j'aime beaucoup, qui reprend tout le tandem, un peu Sherlock Holmes, etc., mais avec des souris. Pourquoi ? Pour permettre, comme du coup l'aspect adulte, etc., est gommé, les enfants aussi se donnent le droit d'entrer dans un univers qui généralement leur est interdit. J'ai remarqué que très souvent, en fait, les personnages qui sont des animaux, en fait, parlent de choses qui sont assez estampillées adultes, qui pourraient être choquantes, en fait, pour permettre à l'enfant de se dire « là, j'ai le droit ». Et pour permettre surtout aussi à l'adulte de ne pas se poser la question de savoir si son enfant va avoir le droit de le lire ou pas. Je pense tout le travail de Solotarev qui utilise des animaux, ou tout le travail d'Alexanders est fait pour ça. Je veux dire, Alexanders, il met quand même en scène un petit loup qui essaye sans arrêt de bouffer des petits humains. Et certes, c'est drôle, mais sur le principe, ça paraît quand même assez choquant. Et je pense que ce loup serait un humain. Ce serait juste les boules, quoi. Ça serait un enfant, ça passerait pas. Ça serait un adulte, ça passerait pas. Alors que là, ça met en scène, en fait, finalement un enfant qui est assez cruel, mais qui du coup rappelle aussi la cruauté des enfants entre eux et dont ils ont besoin d'entendre parler pour se dire je suis pas cruel, je suis juste en train de me forger, il faut que je prenne du recul sur ce que je suis pour pouvoir évoluer. Il y a des personnages aussi qui ont un âge ambigu. Donc on parlait de la bibliothèque rose tout à l'heure. Le club des 5 ou le clan des 7 se retrouvent confrontés à des situations où c'est extrêmement artificiel. Le club des 5, n'importe où ils arrivent, ils déclenchent un mystère. Il y a un vol de montre là où ils arrivent. Ils débarquent dans une vallée. C'est Scooby-Doo. Voilà, ils ont une malédiction sur eux. Ouais, non, mais voilà. Donc là où ils débarquent, il y a forcément un mystère. Ils vont y arriver, voilà. Et les 5 premières pages en général décrivent juste le temps des vacances où il n'y a pas de mystère. Mais chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il y a un mystère. Donc c'est très artificiel, mais c'est pas grave, on aime ça, on s'attache au personnage, etc. Est-ce qu'on sait pas ce qui se passe ailleurs dans le monde ? Parce que peut-être qu'ailleurs dans le monde, il se passe aussi des mystères sans arrêt. Et, voilà, bref. Et juste, ils ont pas de bol. Et donc, c'est artificiel. Et le seul truc qui justifie, c'est comme ils sont à la campagne et dans les années 50, 60, ils peuvent encore circuler à vélo, pas de problème, ils sont relativement autonomes. Et c'est des enfants sages, donc c'est bon, on leur fait confiance. Fantomette, on ne sait pas quel âge elle a. Il y a des matins où elle est à l'école, elle a une seule maîtresse, donc on a l'impression qu'elle a 9-10 ans, et puis elle rentre chez elle, et elle est tout à fait autonome, elle se fait à manger toute seule, elle n'a pas de parents, elle nourrit son chat, et puis elle a des activités en dehors où elle va s'entraîner à nager à la piscine, faire de l'équitation, etc. Et on ne sait pas quel âge elle a. Et du coup, ça justifie que, il y a des moments où elle part à la montagne avec son ami journaliste, sans prévenir personne, voilà. Et donc,
Je pense que c'est. On navigue dans entre un ces âge âges- adulte et un âge enfant. C'est dans ces âges un peu. Ce que j'appelle la notion de l'enfant adulte. Je ne sais pas si si ça s'appelle comme ça. Moi, je la théorise comme ça. C'est des livres en fait qui font vraiment la transition, qui ont fait qu'en fait certains adultes comme nous se sont mis à la littérature de jeunesse. Pour moi, c'est le pont est là en fait. Où c'est on suit des enfants, mais qui pourraient très bien être des adultes. Harry Potter, c'est clairement ça. L'apprenti épouvanteur, c'est clairement ça. C'est des enfants, en fait, ils sont certes des enfants, mais ils sont hyper intelligents, ils ont des réactions de recherche, d'enquête, etc. Comme on pourrait le trouver dans un livre pour adultes. Sauf que l'âge est un peu fluctuant. Je pense que c'est là qu'on arrive à ce pont, en fait, qui fait que des gens comme nous peuvent y aller. Et justement, je reviens à ma question parce que tu n'y as pas répondu. J'ai parfaitement entendu la réponse de Natacha, mais je n'ai pas entendu la tienne. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressée à la littérature de jeunesse ? Pourquoi tu t'y intéresses encore ? Natacha a dit parce que c'est des livres qui te donnent la liberté de bien finir. J'ai eu un coup de foudre pour un livre, pour la très grande jeunesse, pour les plus jeunes. J'ai eu un coup de foudre pour C'est moi le plus fort. L'histoire d'un loup, en fait, qui fait le tour de la forêt en alpaguant l'intégralité une bonne partie des personnages de contes, en leur disant c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, je vais te croquer si tu me dis pas qui c'est le plus fort, et du coup à chaque fois tout le monde répond c'est toi le plus fort, jusqu'à ce qu'il tombe sur un dragon qui dit c'est qui le plus fort, et du coup le loup dit c'est toi le plus fort. C'est un peu l'histoire de la grenouille grande bouche. C'est exactement ça. Et en fait j'avais mon meilleur ami de l'époque, en fait, à la base, je lui cherchais un bouquin pour son anniversaire parce que je voulais me moquer un peu de lui parce qu'il avait tendance à fanfaronner et à faire son boss à ce moment-là. Et du coup, quand je suis tombée là-dessus, j'ai eu un coup de foudre pour ce livre qui était pour les 6 ans. C'était marqué 6 ans sur la couverture. Et il est prof de français en plus, cet ami maintenant. Ouais. Et du coup. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Il paraît qu'il n'a pas encore tout à fait compris toute la profondeur de l'ouvrage. Il m'a encore appelé récemment pour dire je comprends pas, là il y a une métaphore trop subtile. Et en fait, ça a été un de nos gros fous rires quand je lui ai montré ça. Et j'ai tellement aimé ce livre qu'en fait, je me suis mise à dévorer tout ce que cet auteur faisait, alors que j'ai tout acheté, alors que voilà, c'était pour les plus jeunes. Et en fait, du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de m'arrêter là, et je me suis mise à dévorer en fait les rayons de littérature de jeunesse. Qu'est-ce qui te plaisait dans les livres pour les enfants ? Mais parce que c'est drôle, c'est impertinent, c'est ironique. Je pense que c'est enthousiasmant en fait. Est-ce que c'est pas parce que vous vous intéressez à la pédagogie aussi ? À l'époque, je m'intéressais pas forcément à la pédagogie. Je m'intéressais pas à la pédagogie. C'est juste que ces livres m'ont parlé. Ces livres parlaient de personnes que je connaissais ou que moi j'étais, sous un angle différent, me permettant de prendre beaucoup de recul sur ce que j'étais. Je pense que ça nous donne une justification, mais que du coup, moi maintenant, j'essaie de faire en sorte que des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la pédagogie, ils viennent aussi, et c'est quelque chose que j'offre beaucoup en fait. Les livres ou que je recommande beaucoup, les livres de littérature jeunesse qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont vraiment touché, j'essaye d'en parler au maximum autour de moi et de répandre la bonne parole. Qui plus est, moi j'avais jamais terminé de lire de littérature de jeunesse. J'avais notamment des livres qu'on m'avait offert quand j'étais vraiment toute minot, sur les légendes de l'Antiquité, etc. Et qui sont des livres de contes qui m'ont toujours suivi. Et moi, en fait, j'ai toujours continué à lire des livres de contes, par exemple. Et les contes qui sont estampillés jeunesse, mais qui m'ont toujours beaucoup parlé. Et ça, par contre, j'ai jamais arrêté. Moi, je m'en suis jamais vraiment détachée. D'abord parce que j'ai lu Harry Potter de Lucienne 2 à Hippocagne, parce que je me suis pas résolue, et j'ai bien fait à jeter mes bibliothèques roses et vertes, et que je relis régulièrement. Il faut que tu m'expliques ce que c'est que ça, parce que depuis tout à l'heure vous parlez de bibliothèque rose verte. Ah ouais, il faut que vous expliquiez ce que c'est. Une maison galvaudé quoi. Alors, c'est quoi ? Moi je pensais aussi. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est deux collections d'une même maison d'édition, je crois que c'est Hachette, qui reprend les mêmes héros et qui fait des mini-romans en fait pour jeunes. Donc genre toute la bibliothèque rose c'est toujours les mêmes héros, toute la bibliothèque verte c'est toujours les mêmes héros. C'est une histoire de tranche d'âge. Généralement les bouquins bibliothèque rose sont pour plus jeunes, donc entre 6-7 ans et 8-9 ans. C'est plus sur le niveau de lecture, j'ai envie de dire. Ouais, et oui, enfin voilà. Et bibliothèque verte, c'est des héros qui sont déjà un peu plus adultes, et donc du coup il y a un niveau de lecture qui serait supérieur. Voilà. D'accord. Et donc dans la bibliothèque rose, t'as plein de choses. Donc t'as les clubs des 5, les clans des 7, donc de Enid Blyton, auteure anglaise, et puis des bouquins, avec les mêmes personnages qui ont été repris en fait et réécrits par d'autres auteurs. Il y a les clans des 7, il y a aussi, je sais plus, il doit y avoir 2-3 comtesses de Ségur.
qui ont été mis en bibliothèque rose. Des trucs sur les. Il y a d'autres héros que je connais pas. Moi, je me suis centrée. Fantomette de Georges Chollet, qui est génialissime. Enfin, Fantomette, c'est bourré d'humour. Il y a plein de références. Voilà, c'est très bien écrit. Ça prend pas les enfants pour des idiots. Et c'est un peu plus moderne aussi que le Club des 5, qui a quand même pas très bien vieilli. Et la Bibliothèque verte, donc, il y a des séries comme Alice, qui était plutôt destinée aux filles, puisqu'il y avait une héroïne féminine. Et il y a l'agent secret, ou je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus, mais mon frère le lisait, donc oui. Voilà, un truc sur un agent secret, un jeune agent secret. Voilà, et puis il y a la série de l'Instit aussi, l'Instit qui était une série télévisée qui a été mise en livre. Les Talons Noirs aussi est en bibliothèque verte. Talons Noirs, là j'avais oublié ça. Voilà, souvenir, et donc quoi. c'est des collections. C'est un truc de cheval passion, c'est ça? Ouais, c'est grosso modo, ouais. Pony Play. Et Vous donc, ferez une recherche internet. voilà, donc c'est les mêmes héros qui vivent toujours le même type d'aventure, avec le même schéma, avec en général. Moi, je lisais beaucoup les histoires d'enquête. Le Clan des 7, ça peut être des enquêtes, mais ça peut être aussi juste ils aident des gens autour d'eux dans leur village. Voilà, c'est très bien pensant. Ah oui, si, il y a un truc génial. Il y a les 6 compagnons en bibliothèque verte et c'est des héros lyonnais. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'était la première fois que j'avais des héros qui venaient de Lyon. Mais oui, mais si. Voilà, donc c'était aussi un groupe d'ados qui mènent des enquêtes. Donc en gros, ils ont fait tous les clubs de numéros. De 5 à 7, il y a tous les clubs. Juste de 5 à 7. Donc il n'y a pas vraiment une cohérence C'est le niveau de particulière, lecture. alors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste le niveau de lecture. Ok. Je pensais que, tu vois, Bibliothèque Rose, c'était des trucs avec des héros bizarrement, féminins. ce n'est pas genré, Bibliothèque verte, justement. Ce n'est pas Moi, genré. j'ai Non, jamais c'est pas lu une genré. bibliothèque rose parce que l'ouverture était rose, je crois. Tu vois, Oui, Bibliothèque donc verte. ça Je croyais que c'était la littérature de Cécile Duflot. Ça pouvait effectivement rebuter les lecteurs qui s'arrêtaient à la couverture, mais c'était pas tant genré que ça. J'ai pas mal d'amis garçons qui ont lu les Clubs des 7 et les Clubs des 5. Moi, j'adorais Fantomette quand j'étais petit. Ah ouais, hein, bah voilà. Alors par contre, il faut se méfier parce que le Club des 5, même si c'est pas genré voilà. Par contre, il y a des gros clichés de genre dans le Club des 5. Mais ça a vieilli en même temps. Le premier. Avec Fillon, s'il est élu, on va avoir le droit au Club des 5 en programme pour tous les élèves de France. Au moment où le premier- podcast est diffusé, il est peut-être élu. Hein. Ah, c'est possible, hein, là. Dans le premier, quelle un des premiers tomes du Club des 5, il y a un moment donné où ils vont dans une ferme et ils doivent passer la nuit dans une ferme. Et donc, il n'y a pas assez de lits pour tout le monde. Alors, la fermière dit, les garçons, vous dormirez dans la grange. Et puis, Claude, donc, qui est ce personnage, un garçon manqué, justement, encore un stéréotype de genre. Garçon manqué qui dit, ah oui, moi aussi, je veux dormir dans la grange. Ah non, mais toi, tu dormiras pas dans la grange parce que les filles, ça dort pas dans les granges, hein, quand même. Et donc, elles dorment pas dans la grange. Voilà. Ah, mais ça a vieilli aussi. Il faut voir à l'époque à laquelle ça a été créé. Elle dort dans le chenil. Mais oui, ça m'amène aussi à quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait dans la littérature de jeunesse, c'était la liberté de création. Ah. Je vais voilà. chercher, Reviens à ma quelqu'un question. que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernard Friot, qui en fait se permet. Le salaire universel, tout ça. C'est l'un autre. Ah bon, d'accord. En plus, je te l'ai Salaire fait à lire. vie, Je le te l'ai salaire fait à vie. lire. Je te l'ai fait lire Bernard Friot. En plus, c'est tout ce qui est histoire minute, etc. Oui, c'est Qui, excellent. comme son nom, là, On a d'extrême droite. Hein. C'est excellent. Non. non, histoire avant. On va y arriver. J'ai pas vu venir celle-là. Ouais. Et l'une des histoires minutes, par exemple, commence toujours par une recette qui va être utilisée pour l'histoire qui fait maximum 2 pages. C'est génial. Et les histoires peuvent être aussi hétéroclites, les histoires vraiment pour faire rire avec le petit garçon qui met du ketchup partout. Une reprise d'un polar où au final la personne qui raconte l'histoire est celui qui a mangé la mousse au chocolat alors qu'il mène l'enquête en référence à Agatha Christie. Il y a une histoire notamment qui provoque généralement beaucoup de questionnements et où il faut généralement faire un peu de pédagogie avec les parents, enfin avec certains parents, où en gros c'est un petit garçon qui aime les garçons et qui, en grandissant, va rencontrer l'homme de sa vie. Et c'est pas mal de choses comme ça, et c'est très très court. Il a fait les histoires pressées, les histoires minutes, qui sont des choses que j'aime beaucoup offrir. Et, Il y en a un, c'est l'histoire, tu sais, éculée du chevalier et du dragon, sauf que c'est écrit en version télégraphique. Donc c'est chevalier va voir dragon, stop. Dragon prend lance dans le cœur, stop. Dragon tombe au sol, stop.
Chevalier épouse de princesse. Ça ressemble un peu au conte à destination des personnes moyennes. Oui, de Et Boris Vian. c'est très drôle parce que ça reprend des clichés et ça les déforme en créant du contraste, de l'humour. Et c'est hyper pareil. Roald Dahl, que pour le coup, j'ai jamais cessé de lire non plus, qui est. Je sais pas si vous avez déjà lu Le Bon Gros Géant. Non, ou, moi j'ai lu Mathilda, c'était mon héroïne préférée quand j'étais gamine. La Charlie et la chocolaterie. Enfin, oh là là. Moi, je les ai tous. Enfin, c'est parmi les livres que les enfants préfèrent travailler. Il y a ceux de Roald Dahl, celui avec le Et la crocodile. potion magique de Georges Bouillon aussi. Ouais, les crocodiles qui vont se battre entre eux pour savoir qui ils veulent manger. Enfin, c'est extrêmement cruel et en même temps drôle. Il y a une liberté de ton et une liberté de création qui me plaît beaucoup. Ça peut partir, les paragraphes peuvent être très courts, la fin peut s'écrire au début, enfin il y a une liberté retrouvée. Il peut y avoir des jeux. En littérature jeunesse, il y a pas mal de bouquins qui jouent avec le méta aussi, hein, je pense, oui, tout à fait. ou avec les jeux de langage. Je pense à toute la série des sorcières sont énervées, où elle est fâchée la sorcière, écrit avec ou les je suis en retard à l'école parce que, qui joue beaucoup avec tous ces côtés-là, comme si c'était l'enfant qui lit le livre qui avait écrit l'histoire. Et qui est assez amusant. En fait, tout ce que vous décrivez là, moi, c'est des choses que j'ai continué à lire et sur lesquelles j'ai pu découvrir beaucoup en fait grâce à Charybde par exemple. Oui, c'est ça. Et ça existe aussi en fait en littérature pour adultes, mais c'est pas classé dans la littérature. Et c'est moins connu. Et c'est moins connu. C'est aussi, moins ouais. connu. C'est moins connu. Ouais. D'où aussi le succès de Charybde. Je pense que faudrait que tu essayes d'en parler à Anaïs si un jour tu as l'occasion de la croiser, elle pourrait te conseiller quelques trucs. En fait, je ne lis pas que de la littérature. Non, mais je dis pas que tu dis que ça. Non, vrai. C'est incroyable. C'est pas ce que je dis, hein. Mais de la littérature qui sort du traditionnel, ça existe. Mais en fait, j'en lis aussi. C'est juste que en littérature de jeunesse. On s'interdit pas de. Voilà, je lis de tout en fait. D'accord. Moi, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de plus enthousiasmant, de plus. Alors ça, je comprends. Je comprends effectivement. Par contre, au niveau de la présence, il y a aussi un travail sur la sonorité et la langue, c'est-à-dire que rien ne va être cloisonné. Je pense par exemple aux 10 petits pingouins qui sont un livre qui va parler de comment des pingouins vont mourir, etc. Mais qui est écrit c'est un poème en fait. Où tout ce travail sur la sonorité qui peut se retrouver partout en fait, qui sont des choses qui me plaisent beaucoup. Il y a aussi l'attachement au personnage, c'est que je retrouve assez peu en littérature adulte, et là moi le dernier tome de Harry Potter, je l'ai vécu, j'étais dans la tente avec Harry, Ginny et Hermione, Ron et Hermione, pardon, excuse-moi Ron. Ça fait un ménage à combien ça? À 3, oui, c'est ça. À 4, me compte en moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à toutes les morts qui sont décrites dans le bouquin, et je l'ai lu en un week-end, hein, bien sûr, parce que voilà. Donc voilà, il y a vraiment un attachement au personnage qui se crée, même sur les livres courts qui sont pas des séries, où tu as envie de voir ce qui va se passer, ce qui va arriver au héros. Ça peut se retrouver aussi dans de la littérature pour adultes. Par exemple, moi, ce qui fait que je kiffe Anne Rice et tous les Lestat, c'est le côté aussi fan service de est-ce que je vais retrouver Pandora, est-ce que Marius revient à ce tome-là Oui, ça c'est l'effet profondeur des séries aussi. Exactement, Mais tu vois, moi je nourris une suspicion énorme envers les gens qui me disent, par exemple, j'aime le cinéma, ou j'aime le jeu de rôle, ou j'aime la littérature de jeunesse. Ah, toi, tu penses qu'il y a pas... Moi, je pense qu'il n'y a pas... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... Pour moi, il y a des livres. J'aime tel livre. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le livre de Greff, 1, 2, 3, qui est là, qui est de la littérature de jeunesse aussi, parce qu'il apporte un côté méta, en fait. À la fin, la 4e de couverture, elle se ferme comme la porte se referme sur le loup. Et j'avais trouvé l'astuce... qui consiste justement à fermer le livre comme fermer la porte. J'avais trouvé ça vraiment original et intéressant dans la forme même du livre, si tu veux, parce que justement ça brise le 4e mur, etc. Mais de là à dire j'aime la littérature de jeunesse, ça brise la 4e de couverture non plus. Ça brise, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des là on cite la littérature de jeunesse qu'on aime bien, il y a aussi de la littérature de jeunesse complètement moisie. Bah oui. Alors justement, tiens, je voulais t'interroger là-dessus, vous interroger là-dessus toutes les deux. Donc je suis allé à la réunion parents qui était donnée par la maîtresse de Soren, et à un moment donné, elle a eu une phrase que j'ai pas comprise. Et donc il faut que vous m'expliquiez. Elle a dit à un moment donné, aux parents qui étaient là, elle a dit alors vous pouvez m'apporter des livres pour les enfants. Par contre, il faut que ce soit de la littérature pour jeunesse. Hein. Moi, je ne lis pas. Je sais plus ce qu'elle a cité, genre Dora l'exploratrice ou je sais pas quoi. Moi, je lis pas ces merdes-là. Au sens, il faut que ce soit de la littérature. Ah, elle a pas dit les merdes, mais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que tous les livres pour enfants ne sont pas de la littérature de jeunesse? Pour moi, c'est le titre de Bertrand. Non. Alors
Je pense que là, elle voulait insister sur le terme de littérature, et c'est le livre de Bertrand Ferrier, Tout n'est pas littérature. Et il y a effectivement des livres qui sont comme dans tout genre, en fait. Tout genre, toute époque, il y a des livres qui sont mal écrits, des scénarios qui sont des intrigues qui sont mal... Dans le jeu de rôle, parler de sens, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais apporte-moi du jeu de rôle, je veux dire. Voilà. Moi, un vrai jeu de rôle. Ouais, de la qualité d'écriture, enfin quelque chose. Voilà. Pas ça. Il y en a qui sont mal écrits, il y a des intrigues qui sont mal construites, des univers qui sont mal pensés. On a dit qu'on arrêtait de parler de sens là. On a dit des produits qui sont juste du placement de produits. Enfin, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Quand tu parles de Dora, je pense en ça, quoi. Ouais. Ou tout c'est... le merchandising qu'il peut y avoir autour des Disney, des trucs comme ça. Moi, je connais pas Dora. Hein. Oui, parce que les Disney en eux-mêmes sont très bien, mais par exemple, moi, ça m'énerve de les voir déclinés en produits dérivés. Une multitude de livres très mal écrits pour certains. C'est ça, voilà. Attention à ton micro. Alors là, t'es en train de faire en dehors du micro. Alors, je vais faire attention parce que c'est pas parce qu'il y a du merchandising que le livre est nul. Prenons Le Petit Prince, qui maintenant a du merchandising dans tous les sens, mais qui le bouquin est bien. Mais à la base, il n'est pas créé pour ça. Oui, non, bien sûr. C'est une blague. Hein. Alors, Le Petit Prince, littérature de jeunesse ou pas littérature de jeunesse? Considéré comme littérature de jeunesse, pour moi, littérature pour tout le monde. Hein, mais c'est vrai de beaucoup voilà. de livres. Je veux dire, on peut retrouver pour tout le monde. L'auteur le dessine. Voilà l'étiquette que vous utilisez, moi, elle me dérange. Voilà. C'est pour ça, ça serait plutôt de la littérature sur la jeunesse. Non, mais même. Pas forcément sur la jeunesse, parce que quand tu lis Le Petit Prince, qui est pourtant étudié au primaire. Le héros est adulte. Hein. C'est un truc sur le passage à l'âge adulte, justement. Le Petit Prince, je sais pas. Oui, en livre. On l'a dit au début, c'est-à-dire c'est une étiquette et c'est aussi pour interpeller, pour dire attention, c'est pas parce que c'est dans les étagères littérature de jeunesse que ça fera pas de mal à votre enfant. Je pense notamment à New York ou à des livres comme Sa Majesté des mouches. Qui sont peut-être à éviter de filer. Bible pour les enfants. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça fera du mal à ton enfant à ce point-là? Oui. Écoute, moi j'ai été choquée à l'époque où j'ai lu New York, j'en ai fait des cauchemars. Mais des vrais cauchemars. Ouais, mais est-ce qu'avoir des cauchemars, c'est mal? Moi, je pense que j'étais pas prête du tout à lire ça. Ouais, j'étais pas prête à lire ça. Moi, j'étais pas prête à lire ça, clairement. Enfin, le moment où le gamin, il tue une des grosses pieuvres, bouffe le cerveau de la pieuvre, se met à sentir son cerveau qui grandit dans sa tête, revient, sa tribu est morte et il découvre des cadavres. Il est quand même chopé par des extraterrestres qui vont l'élever, en fait. Et il sent. Ouais, mais moi, clairement, j'étais pas prête à lire ça, clairement. C'était trop tôt. En fait, il faut vous fier au bouche à oreille, au travail des libraires qui conseillent en général, qui sont très très bonnes. Mais tous les gens qui pensent que enlever le passé simple et l'imparfait c'était quoi, c'était du Club des 5, la bibliothèque rose de manière générale. Ils pensent aussi que c'est parce que c'est trop tôt à ce moment-là pour les enfants. Non. Là, tu mélanges deux. Mais je parle tu mélanges deux points. Tu mélanges 2 points en fait. Le premier qui est celui est-ce que on doit vraiment considérer les enfants comme des idiots? Clairement non. Par contre, tout n'est pas lisible ou visible à n'importe quel âge. Par exemple, montrer des films de zombies à des enfants en se disant mais c'est pas grave, tu vas être choqué, mais en fait c'est ça la vie. Non. On est aussi prêt à certains moments de sa vie à être confronté à certaines problématiques et à d'autres moments de sa vie, non. Parce que le problème des choses qu'on ne comprend pas, Adrien, c'est qu'elle crée de la névrose. Hein. Mais après, attention, être confronté à une image qu'on ne peut pas décrire, c'est la définition même. Après, ça s'explique. Après, il y a quand même un travail derrière du parent. Non, mais c'est aussi aux parents de demander en fait, mais même à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Je veux dire, tous les enfants sont différents. Il y a des enfants qui vont être capables d'être confrontés à certains univers, à certains âges et pas à d'autres. De la même façon, il y a certaines choses qui peuvent choquer un enfant et pas d'autres. C'est aussi important de se poser la question. Moi, par exemple, encore aujourd'hui, les zombies, je peux plus rien. À cause de New York. Pas uniquement. Pas uniquement. 28 jours plus tard aussi. Ouais. Mais il y a quand même des choses... Je veux rétablir la vérité dans ce podcast. Flavie a peur des zombies à cause de... Moi, je me rappelle d'une fois où tu as regardé un film de zombies avec Natacha et c'était Natacha qui était plus choquée que toi. Oui, non, c'est pas tout à fait vrai. Puis il fallait voir ce que c'était aussi. Ah oui, non, on ne dira pas. J'ai failli en diffuser la bande-annonce à mes 4e. Tu sais que j'ai failli en diffuser la bande-annonce à mes 4e cette année sur un travail sur la scène du balcon dans les Roméo et Juliette et les reprises des Roméo et Juliette. Comment tu t'appelles?
Enfin, il y a un truc qui revient souvent quand même, et vous avez un peu botté en touche quand Adrien vous en a parlé tout à l'heure, mais moi j'avais préparé une question là-dessus parce que ça revient beaucoup. C'est que il me semble que quand on parle de littérature pour adultes, et lorsque vous parlez de littérature pour adultes, vous dites le livre en lui-même est bon, le livre est bon, vous parlez du livre, vous parlez de l'auteur et compagnie. Quand vous parlez de littérature jeunesse, vous parlez toujours de l'impact que le livre aura sur son public, à savoir les enfants. C'est systématique. C'est-à-dire que le livre C'est pas systématique. non. Si, mais réécoutez ce podcast. Je veux dire, systématiquement, dès que vous parlez d'un livre qui vous a plu, vous dites « et pour les enfants, c'est intéressant parce que pour moi, par exemple toi Natacha, c'est beaucoup pour moi quand j'étais jeune ». Mais vous parlez toujours de la relation que vous entreteniez avec le livre, soit quand vous étiez petit, Je pense qu'il y a soit un de la côté relation avec les enfants. justification, Donc, peut-être. Je finis ma question, ce qui était celle d'Adrien à l'origine, c'est est-ce que ce qui vous intéresse pas à travers la littérature de jeunesse, c'est ce que ces livres peuvent apporter à leur lectorat. Là où, par exemple, c'est pas forcément le cas pour une œuvre où le livre va être en lui-même bon. Je me suis pas vraiment posé la question parce que oui, bah moi c'est quel est mon lien avec le livre alors parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas encore parlé de ceux que j'ai lus une fois adulte. Oui, ça, c'est intéressant aussi. Donc oui, bah. Je pense qu'il y a une déformation professionnelle aussi. Oui, mais voilà, et puis bah. Non, mais c'est pour revenir à cette idée parce qu'on on était parti là-dessus au départ que les livres de jeunesse, pourquoi est-ce qu'on les appelait comme ça ? C'est parce qu'il y avait l'idée qu'ils allaient entrer en relation avec un individu particulier dans cette société qui est l'enfant. Avec tout ce que ça comporte de bizarre, c'est-à-dire l'enfant c'est quoi ? Oui, c'est ça, le jeune, c'est ça, exactement. Avec tout ce que ça comporte et j'ai l'impression dans ce podcast que de la manière dont vous en parlez, vous confirmez cette idée parce que vous dites oui, les livres pour enfants sont, par exemple toi Flavie, tu ne cesses de dire ce livre est intéressant parce que mes loulous ceci, mes loulous cela. J'ai quand même dit que Ils vont j'ai réfléchir jamais arrêté de lire Roald Dahl. Voilà. Là, évidemment, c'est une déformation professionnelle, mais soyons honnêtes. Mais moi, je continue à en lire et je l'ai clairement dit. Bernard Friot, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Moi, je me pose la question de l'impact. Moi, je me pose la question de l'impact sur tous les lectorats. En fait, quand je lis un livre que j'aime beaucoup, qui provoque des choses chez moi, soit je l'aime beaucoup et je me dis à qui est-ce que je vais pouvoir le conseiller. Donc ça peut être mes élèves, mais ça peut être aussi des amis autour de moi. Et au contraire, quand je lis un truc où non, il faut surtout pas il faut que personne ne lise ce livre. Et du coup, à qui tu vas le conseiller celui-là ? À qui je vais le déconseiller ? À qui est susceptible de lire ça et à qui je vais dire non, surtout ne perds pas 30 € à lire le dernier bouquin Harry Potter qui est nul. Voilà. Donc, je me pose la question du lectorat, mais de manière générale et sur tous les livres, mais parce que Non, je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait une spécificité de la littérature de jeunesse sur ce point-là. Il y a eu quelques mots où c'est le cas, mais c'est vrai qu'il y a aussi eu quelques remarques où c'était moins. Enfin, c'était plus j'ai aimé et sans vraiment citer le. Je pense aussi que c'est parce que les gens, c'est à destination de personnes qui achètent ça pour des enfants aussi. Non, mais c'est pour ça. C'est-à-dire que est-ce que ce qui te fait marrer, toi, quand tu lis du Roald Dahl aujourd'hui, c'est le contenu du livre en lui-même qui te touche toi-même en tant que personne, ou est-ce que c'est la projection que tu fais de l'enfant qui lirait cela, de ton Roald Dahl, il y a des trucs qui sont faits dans eux-mêmes, et d'autant que tous les livres de Roald Dahl ne sont pas pour la jeunesse. Est-ce que c'est pas parce que tu l'as lu enfant et que, parce que moi il y a aussi des livres que j'ai pu lire enfant que là je vais apprécier parce que c'est des souvenirs d'enfance. Mais je suis pas sûr qu'on les ferait découvrir maintenant. Genre, je pense par exemple à une série de fantasy, comment ça s'appelle, La Belle Gariade, je crois. Le héros est d'un con, mais c'est un enfant, du coup, je pense que ça doit plaire pas mal aux ados, mais à lire une fois que t'es un peu adulte, Mais voilà, c'est ça. Moi, c'est-à-dire que la littérature pour enfants, la littérature pour jeunesse, puis là, j'ai envie de vous pousser un peu dans vos retranchements. Mais moi, j'ai envie de dire que... Non, attendez. Là, ce que vous dites, c'est ouais, mais bon, quand on a connu quelque chose enfant, on peut plus être subjectif. Ouais, et j'ai envie de dire, on enfonce des portes ouvertes. Star Wars, on l'a tous découvert enfant. En vrai, vous découvririez l'épisode 4 aujourd'hui. J'en suis tout à fait conscient. Je te donne un autre exemple. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais bon, c'est pas le il y a quand même des portes portes ouvertes. Mais il y a quand même des trucs, quand tu les redécouvres plus vieux, tu fais « Oh, j'ai vraiment aimé ça quand j'étais enfant. » Moi, je n'ai jamais lu un livre pour enfants qui m'a bouleversé en tant qu'adulte. Pareil. J'ai une liste, pareil, Romain. Et pourtant, tu m'en as conseillé, Natacha. Et pareil, moi, je lis les choses. Par exemple, le De Greffe que je te citais tout à l'heure, ce qui m'a fait marrer, c'était que dans la mise en page, dans les illustrations, il y avait quelque chose de l'ordre éditorial qui m'intéressait. Tu vois, le fait de considérer que la 4e couverture est une porte qui se referme sur le loup, je trouve ça super intéressant. Pour autant, ça m'a pas
bouleversé. Donc tu vois, c'est ça que. Donc qu'est-ce qui fait que vous, qui aimez en général justement les jeux qui bouleversent, les œuvres qui chamboulent, etc., vous continuez à vous intéresser à cette littérature de jeunesse-là, qui nous ne nous bouleverse pas. Donnez-nous des livres qui vous ont bouleversé en tant qu'adulte, et pour nous montrer que la littérature de jeunesse. Alors, ma liste. C'est parti, Natacha. Je finirai avec les deux les plus marquants. Je commence avec Eulalie de Potimarron, que j'ai recommandé à Fabien Hidline, qui les lit en ce moment, D'accord. qui me les emprunte. Alors c'est quoi? Donc c'est un truc que j'ai découvert pour mon mémoire, puisque c'est un roman historique, enfin c'est une série de romans historiques C'est avec... l'histoire d'une fille un peu courge, c'est ça? Attends, Bravo. c'est tellement mon héroïne préférée que ça devient mon pseudomème quand j'ai besoin d'un pseudonyme en colo pour me créer des personnages. Potimarron en tout cas. Donc Eulalie de Potimarron, c'est une héroïne du XVIIe siècle qui va à la cour pour devenir demoiselle d'honneur de la nièce du roi et qui a été éduquée par son père de manière à pouvoir à la fois être donc demoiselle d'honneur et aussi à pouvoir se battre à l'épée, etc. Et donc, du coup, elle n'est pas caricaturale dans le sens où elle est capable de se tenir comme une dame de la cour, pas tout à fait au début, mais elle prend vite le pli, et où elle est aussi capable de se battre à l'épée, de prendre des leçons d'escrime, etc., etc. Au début, elle est plutôt jeune, l'histoire commence un peu naïve, mais c'est quand même très enthousiasmant. Et petit à petit, au fur et à mesure des tomes, l'univers se complexifie, elle grandit, donc les intrigues grandissent avec elle. C'est très bien amené dans les événements historiques sont très bien amenés parce qu'elle se retrouve mêlée à l'histoire et en même temps c'est des événements historiques qui se déroulent tout à fait naturellement et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, bon, moi, Eulalie de Potimarron, vraiment je recommande, c'est génial, c'est deux. Allons. Ah non, tu ne peux pas rater ça. Anne-Sophie Sylvestre, voilà, Sylvestre écrit avec un i. Que j'ai rencontré en salon et que voilà, je trouve super sympathique en plus. Voilà. Ensuite, il y a en plus adulte, il y a les fiancés de l'hiver, la trilogie. La trilogie de la passe miroir de Christelle Dabo, que j'ai aussi recommandé à Fabien Hidline. Mais j'attends le tome 3. D'ailleurs, c'est pas une trilogie, en fait, il va y en avoir 5, je crois. Et ça, pour vous, c'est de la littérature de jeunesse. Oui, c'est C'est ado. considéré comme, c'est trop bien. Ouais. Et c'est hyper complexe, un univers très original, donc c'est Des du... pistolets de Tchekhov dès le premier tome qui ne sont utilisés que dans le Ça tome se 2 et tient je continue comme un à les mécanisme lire. d'horlogerie, aussi bien que dans les Harry Potter. Je continue à les relire pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans le tome 3. Les personnages sont complexes, pas naïfs, pas caricaturaux, très intelligents. Enfin, voilà. Il y a tout un jeu sur les décors où tu découvres que les décors sont que des façades et donc les personnages sont que des façades aussi. En t'écoutant, je viens de comprendre, je viens de mettre le point sur le truc, Adrien. C'est que quand on parle de littérature de jeunesse, de ces livres, on en parle généralement plus comme des outils que comme des œuvres. C'est-à-dire des outils pour forger des esprits, des enfants, etc. Non, Et c'est pas vrai. alors que là, Non, par non, exemple, on non. voit que... Non, moi, les rayons de littérature jeunesse, quand j'y rentrais avec ma mère petit, c'était on va trouver un livre qui va te plaire et pas forcément un livre qui va te parler de ce que c'est que l'adolescence. Attends, ce que c'est que quand la au début du masturbation, ce que podcast, c'est Natacha et Flavie nous disaient il y a des propos, il y a des messages Alors et moi, compagnie. j'ai pas dit ça. Hein. C'est- Ouais, moi, je le dis. Voilà. Il y a des propos, etc. Et justement, c'est parce que Non, mais c'est pour dire que la littérature de jeunesse, moi, je trouve ça très intéressant. justement, ce qui est intéressant, c'est que là, tout le travail qu'est en train de nous citer Natacha et qu'elle va continuer à citer par la suite, on voit que là, le côté ça va produire ceci sur les enfants, ça va faire cela, il est complètement oublié. C'est-à-dire qu'on voit que l'œuvre, là, tu vois, la manière dont tu parles des travaux, là, tu dis. parles d'un livre et pas d'un livre pour la jeunesse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la littérature pour jeunesse, si je veux dire, c'est dans le titre, quoi. C'est pour quelque chose. Alors que logiquement, un livre, c'est un livre. Il est pour rien du tout. Il est pour son lecteur. Il est pas. Enfin, c'est ça le truc. C'est peut-être une question éditoriale, je sais pas, mais. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une collection genre littérature pour névrosés, littérature pour. En fait, j'avoue que moi, je posais ces questions, je m'attendais à ce qu'elle se mette en colère, qu'elle me tabasse la tronche et tout Mais ça. oui, je te voyais Tu vois, prendre ton air troll et tout. Tu sais, en mode, ils vont me casser la gueule sur ce truc. Et puis en fait, je me rends compte que c'est plus Voilà, compliqué. et donc avec des personnages hyper attachants, des personnages pas humains, Donc, pas la forcément fiancée de humains, l'hiver, et attachants. Elle a une écharpe qui s'anime, parce qu'en fait elle est animiste, donc les objets s'animent autour d'elle. Animiste, ça veut pas dire ça. Ouais, enfin. Dans le livre prennent- aussi. Ouais, Dans le ouais, livre, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc elle a une écharpe. Anima au sens grec, qui signifiait C'est l'âme. animer, donner la Donner vie, le donner souffle. l'âme. Ouais.
les objets s'animent autour d'elle, et en particulier, elle a une écharpe qui l'accompagne et qui, a des fois, manque de l'étrangler tellement elle a des réactions violentes, des fois, lui sauve la vie. Enfin, voilà. Donc, c'est génial. Moi, je recommande à fond. La fiancée de l'hiver, on rappelle. Les fiancées de l'hiver, Les ça, c'est le fiancées de premier l'hiver. tome, et la trilogie, c'est La Passe Miroir. C'est les fiancées de Enfin, l'hiver. la série, La Passe Miroir. Oui. Putain, la vache, je crois que j'ai toujours cru que c'était la Fiancé fiancée de l'hiver. EES ou fiancé ES? Et S. Yes. C'est un couple hétérosexuel. Ouais. Ensuite, Ah oui, non, c'est pas quand je disais ça, c'est que je pensais que l'hiver était personnifié et que ça pouvait être Ouais, moi plusieurs aussi. personnes qui étaient les fiancés de l'hiver. euh, En tant que- Écoute, je te conseille de le lire pour essayer de Voilà, comprendre de quoi exactement. il en Tout retourne. à fait. Ouais, bon. Moi, les livres enthousiasmants, c'est pas mon truc. Ah. Non, mais moi, j'aimerais rebondir. J'y reviendrai après, mais ça dépend aussi de ce que tu veux lire quand tu es adulte. Très souvent, les adultes aiment bien se cantonner à des choses qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Et je pense que c'est pour ça que nous, en fait, on a continué aussi à lire ce genre de choses et comme on continue à lire beaucoup de choses. Vas-y, Parce que voilà, donne tes moi, coups. je pense notamment à Romaric qui aime bien, C'est pas qui trop aime bien tôt, quoi. lire beaucoup uniquement des trucs de philo, des trucs. Ah, des trucs Et, que je connais, que je maîtrise, et parce qu'en voilà. fait, ce que je Et cherche. évitons, quand on est adulte, très souvent, les adultes, en fait, ils ne prennent plus de risques. Ils prennent des livres dont ils connaissent les codes, ça. ils prennent des livres dont ils vont comprendre ce qu'on va leur raconter et ils se cloisonnent. D'où le fait que beaucoup d'adultes, en fait, sont très, très spécialisés quand on leur parle de certaines choses parce qu'en fait, ils se sont spécialisés, ils ont arrêté d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Mais en faisant ça, vous parlez de vous aussi, en fait, du coup. Non, parce que Donc moi, en fait, je lis tu es en de train tout. de dire la littérature pour enfants est plus ouverte finalement. Il y a plus Mais il y a de. Non, la littérature thèmes est ouverte. abordés. Non, moi, ce que je suis en train de dire depuis le début du podcast, c'est la littérature dite pour jeunesse est une littérature comme les autres. Et arrêtez de vous cloisonner et arrêtez de vous empêcher d'avoir de la liberté de création. Allez voir partout. Je veux dire, quand on lit du Bernard Friot, c'est du même acabit que certains humoristes dans des magazines ou que. Je veux dire, arrêtons de nous cantonner à juste un type de littérature qu'on connaît. Par exemple, oh non, mais moi j'aime bien lire la fantasy, je vais pas aller voir ailleurs. Putain, lisons de tout. cloisonnons pas par genre, cloisonnons par qualité, en fait. Par qualité ou par truc qui vous. Enfin voilà, par j'adore la littérature envie, par médiocre. curiosité. Je veux dire, je suis désolée, mais les romans de gare aussi, ça peut être fun de temps en temps. Enfin, moi j'ai lu. Comment il s'appelle déjà ce bouquin sur les sociétés secrètes. Il y a un film de Tom Hanks qui a. Da Vinci Code. Da Vinci Code m'a fait passer un très bon moment. Je suis capable de lire de la merde comme des trucs différents. Et ça me permet aussi de me rappeler quand je lis un bon bouquin que c'est un bon bouquin. Ok. Alors, Poursuis ma liste. La liste. Ensuite, oui, c'est ça. Conseil. Le Passeur de Lois Story, que j'ai découvert très tard, mais que je ne regrette pas et qui m'a fait pleurer aussi toutes les larmes de mon corps à la fin. Pas forcément parce que c'est triste, mais pour les mêmes raisons que je pleure à la fin du Petit Prince, par exemple. Qui est bouleversant, qui est très bien écrit. Il y a un jeu, enfin, c'est difficile de pas spoiler, mais il y a vraiment un travail un jeu sur le vocabulaire et sur comment décrire quelque chose quand on découvre en tant que personnage. Justement, je trouve ça intéressant, par exemple, quand c'est un univers différent d'une autre et que les personnages ne décrivent pas les éléments de leur univers. Il y a ça aussi dans Les Fiancées de l'hiver, d'ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, quand des personnages... Je montais sur mon cheval, cet animal à quatre pattes de 1 mètre de haut, j'arrête Ouais, c'est ça. avec une crinière Voilà, foisonnante. donc si tu dis je montre sur mon schmilblick et le personnage raconte de son point de vue, et du coup personne n'explique ce que c'est que le schmilblick, sauf à un moment donné, parce que dans le dialogue, parce que dans les événements, tu te rends compte qu'en fait le schmilblick... Il a sa roue cassée, tu vois, Voilà, donc il faut réparer la roue du schmilblick. Du coup, de mettre dorénavant, tu sais que le schmilblick a des roues, mais... Voilà. Et là, le passeur fait ça Génial. aussi très bien, parce qu'il y a un élément de l'univers et de la perception qui est propre à cet univers, qui n'est pas décrit, mais où tu te rends compte au fur et à mesure de la lecture. Et dans Les Fiancées de l'hiver, c'est pareil. Il y a des éléments qui sont pas décrits, mais qui sont expliqués sur ses pouvoirs, notamment les pouvoirs magiques de l'héroïne, qui ne sont pas expliqués, mais parce que tu vois qu'elle fait ça, qu'elle dit ça, ah bah oui, tu te rends compte qu'elle maîtrise la psychométrie, c'est-à-dire qu'elle peut lire l'histoire des objets, etc. Donc ça prend pas les lecteurs pour des cons, tout simplement. On est capable de comprendre autrement que par la description du personnage qui explique qu'est-ce qui se passe à qui d'ailleurs, parce que voilà. Et le passeur, grosse réflexion, là c'est plus, je le recommande à ceux qui aiment bien la science-fiction, grosse réflexion sur ce que c'est que la dystopie, sur ce que c'est que la mémoire. Et ça, enfin voilà, ça pose vraiment des bonnes questions. Et enfin le dernier,
qui m'a le plus bouleversée, qui joue à la fois avec les formes, le format livre, avec ce que c'est que la lecture, avec ce que c'est que l'écriture, etc., qui s'appelle La Cité des livres qui rêvent de Walter Mauers, qui est un livre allemand. Et c'est l'histoire, déjà c'est très original parce que c'est un roman ado, mais c'est l'histoire d'un dragon. Un jeune dragon écrivain dans un monde où justement les écrivains sont encensés, c'est la meilleure profession qui puisse exister. Si seulement. Et on les paye ou pas? C'est pas comme dans la réalité, on les paye bien? Non, je crois pas. Non, mais voilà. Et puis il y en a qui finissent très mal quand même malgré tout. Hein. Ah bon. Et donc il part faire son apprentissage dans la Cité des livres qui rêvent justement, et oui, donc c'est un roman d'apprentissage hein, clairement, et c'est très bien écrit, l'intrigue est hyper surprenante. En tant qu'auteur, que quelqu'un qui écrit, justement, ça pose des bonnes questions. En tant que lecteur, ça pose des bonnes questions sur le rapport à la lecture, qu'est-ce qui nous plaît dans un livre. Sur l'apprentissage par cœur, qu'est-ce que c'est que apprécier un livre, apprécier un auteur, et c'est apprendre toute son œuvre par cœur, par exemple. Enfin, voilà. Donc, La Cité des livres qui rêvent, voilà, une vraie découverte par hasard. En plus, une rencontre complètement fortuite dans un salon de lecture. Personne ne l'avait recommandé. Il était sur une étagère, on l'a pris. Oh, c'est rigolo, il y a un dragon sur la couverture. Ouais. Ah, les dragons qui font vendre plus. Regarde. Voilà. Sébastien, comme tu as raison. Et bon, c'est aussi le titre, hein, La Cité des livres qui rêvent. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Voilà. Donc, et en plus, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est pas comme Le Passeur, par exemple, qui est très connu. C'est pas très connu justement. Et donc, juste, j'ai envie que ça soit connu parce que hipster. Donc là, c'est le moment où tu fais la promotion des voilà, livres. Donc Walter Mauers, si tu nous entends. Mais tu vois, moi, je fais quand même une différence au terme de ce podcast entre la littérature de jeunesse que nous présente Natacha, qui semble plus adolescente ou encore même pas. Parlez-moi des trucs qui m'ont... Voilà. Alors oui, et justement, et la littérature de jeunesse que toi, tu as amenée sur ta table, Flavie, parce que faut savoir que là, autour de cette table, Flavie a apporté une pile de livres de littérature. Et moi, dans on ne les voit pas livres... Flavie, d'ailleurs. Hein. Et ouais, presque pas. Moi, dans les livres que j'ai adorés... plus jeune, mais qui me bouleversent encore aujourd'hui. Hein. Moi, dans les livres que j'ai adorés et qui m'ont vraiment bouleversée, il y a les livres de Chris Van Allsburg, qui sont juste des bijoux... Des bijoux fantastiques, au vrai sens du terme fantastique. Le ballet magique, moi, m'a retourné la tête. Ouais, c'est les mystères de Harris Burdick. Les mystères de Harris Burdick. Il y a tous les contes, mais les contes qui n'ont pas été transformés, qui sont les vrais contes. Les vrais contes, quoi. Où on se coupe le pied pour pouvoir mettre et qui sont encore... C'est la version de Grimm, parce que dans Pérou, elle se coupe pas le pied. Hein. Mais moi, lire les vrais contes, encore aujourd'hui, je le fais régulièrement. Sachant qu'en plus, là, le cloisonnement, justement, n'existe pas parce que Grimm et Perrault n'écrivaient pas du tout à destination des enfants, ils écrivaient à destination des adultes. Hein. D'accord. Leurs dédicataires sont adultes, ou en passe de le devenir. Un dédicataire, c'est quoi? La personne à qui tu dédicaces le livre. D'accord, ok. Ton interlocuteur. Notamment celui qui va voir la réception du livre. Perrault les dédiés à la nièce du roi dont je parlais tout à l'heure en parlant de Aurélie de Potimarron. Tous les livres de Pef que j'ai relus. Les mots tordus et tout ça. Ah mais oui. Je lis ça sur les chiottes. Moi, je n'aime pas les mots tordus. J'avais kiffé les mots tordus. Mais ça me fait rire. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'aimait pas ça. De chien. Vous êtes à deux à parler en même temps, donc du coup... Moi, je n'aime pas les mots tordus. Et je suis la seule que je connais à ne pas aimer les mots tordus. Et justement, ça m'énervait, ce personnage qui parlait pas correctement, ça m'énervait. Je ris encore aujourd'hui quand j'en lis. Moi, j'emploie encore des expressions du mot tordu. Moi aussi, ouais. Laquelle, par exemple ? Des fois, je parle des hirondelles quand il y a des oiseaux qui passent. C'est trop bien. Mais moi, j'adore faire des jeux de mots et je pense que c'est ce bouquin qui me l'a. Le prince de mots tordus, encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me marrer quand je le lis. Bon, moi, ce que je trouvais terrible en plus, c'est que la princesse des écoles se met à parler comme lui à la fin et j'étais dégoûtée. Quoi. Mais tu te mets à parler comme moi aussi, Natacha. À faire des jeux de mots à la con. Mais cette irrévérence, justement, le fait d'être irrévérencieux de la langue française, ça fait aussi partie des libertés dont parlait Flavie tout à l'heure. Tisse-tout les pouces verts que j'ai... Alors moi, j'en avais entendu parler pendant hyper longtemps et je l'avais jamais lu et je l'ai découvert il y a 3 ans. J'ai kiffé ce bouquin. C'est trop bien. Enfin... Tu nous en parles parce que là, en fait, là, vous citez beaucoup de bouquins en disant c'est trop bien. Mais nous, on les connaît pas. Les auditeurs les connaissent pas. Prince de mots tordus, c'est un prince en fait qui n'arrive pas à parler correctement et qui fait plein d'inversions et du coup il va rencontrer, il va aller à l'école, alors qu'il est entouré d'enfants et il va tomber amoureux de la maîtresse.
Alors, le problème de demander à Flavie de raconter le contenu d'un livre, c'est que ça peut être très long après, hein, Adrien. Ouais, en fait moi, c'est plus de quoi ça parle et comment. Raconte-nous Guerre épais, s'il te Ouais. plaît. Vous Et savez, c'est 7 heures. Tolstoï qui l'a écrit. C'est Tolstoï et c'est édité chez Plomb. Ouais, c'est- Et c'est pas Guerre épée. Et alors, c'est quoi la Tistou les pouces verts Tistou les pouces verts, c'est Rapidement. un petit garçon qui est dans une famille où, en gros, faut être doué en littérature, doué en tout, mais en fait, Tistou les pouces verts, il est nul pour tous ces trucs-là. Et en fait, Tistou les pouces verts, comme son nom l'indique, par contre, il est doué pour planter des plantes. Et en fait, il va découvrir qu'il a un vrai don, mais pour jardiner, et pas pour être quelqu'un de doué en littérature ou en mathématiques ou ce genre de choses, et qui va du coup vivre sa vie comme ça, quoi. Il est pas vachement bon avec un pad entre les mains, tu vois. Tistou les pouces Non, carrés, donc. Ça, c'est les mains carrées. C'est Romaric les mains carrées, ça Ah non, s'appelle. mais les pouces verts, tu vois, je veux dire, je sais pas, il a. Il y a sinon, je suis en retard à l'école parce que c'est une ode à la mauvaise foi. Et qui est un petit garçon qui arrive en retard à l'école et qui va inventer des trucs absolument absurdes pour expliquer pourquoi il est en retard. J'adorais Et, ça dans qui est Calvin et Hobbes aussi. Hyper drôle. Vraiment, vraiment hyper drôle. Moi, il y a toute une liste maintenant de je suis en retard à l'école parce que ils en ont fait plein. Mais ça reste, moi, le premier m'avait beaucoup touché. Dans le même genre, je pense, il y a moi, que j'ai découvert enfant, donc ça compte pas dans mes bouleversements adultes, mais il y a Moi j'adore, Maman déteste. Ah oui. Et Moi j'adore, Maman déteste, c'est toute une série de trucs par exemple, que les lacets qui cassent quand on est pressé, d'être malade à la 10 matin, etc. Il y a tous les livres de Mourleva. Mourleva, c'est le combat de l'hiver. C'est aussi, je sais plus comment s'appelle sa reprise du Petit Pousset, qui est une. C'est lui qui a fait Les Sans-Atouts? Non, c'est pas lui. Non, je crois pas. Mais bon, tous les livres de Mourleva que je vous conseille, qui sont. La rivière à l'envers, peut-être? Non plus. Non, je c'est sais pas lui. Sinon, Les Apprentis Épouvanteurs en plus adultes, en plus grands, qui sont juste géniaux. Où mon libraire sait que de toute façon, quand le truc va arriver, il me conserve le poster en riant et il dit ça sort dans 2 semaines. Et généralement, il me voit sauter dans la librairie. Voilà, enfin. Et je ne vous dirai rien sur ce livre parce que commencer à parler de ce livre, c'est déjà faire des spoilers. Si, il faut juste éviter de conseiller aux gens d'aller voir le film, par contre. Ah oui, mon Dieu, quelle horreur, quoi. Enfin, de dire, En le fait, film, si, c'est un ce que je vais vous dire, scandale, c'est que une ce livre insulte, se base une honte. sur ce qu'on ne peut pas voir. La peur dans le livre joue avec ce qu'il est impossible de voir et donc joue avec la peur du noir. Donc, moi, quand j'ai lu qu'il y allait avoir un film, je me suis dit, mais comment ils vont faire? La quasi-totalité des livres se passe dans l'obscurité. Et en fait, du coup, ils ont tranché. Hein. Ils ont pris le titre de l'apprenti épouvanteur et puis ils n'ont pas du tout pris l'intrigue et puis ils ont fait de la merde. Donc, vous regardez pas le film. J'ai vu qu'ils allaient adapter sur Netflix, en production Netflix, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ouais. Et alors, Adrien Ça n'a me pas du fait tout un aimé peu le peur. livre. Moi, je l'ai pas encore lu. Donc j'attends de voir. Mais tu me l'avais pas conseillé en Oui, disant mais que parce c'était que bien. moi je l'avais. Oui, mais parce que tout le monde m'avait conseillé en me disant que c'était bien. Ah, d'accord. Et en fait, ce que je apprécie, c'est qu'ils ont mis dans les bandes annonces déjà et même apparemment dans la série elle-même, ils ont mis en jeu le côté méta. Où, par exemple, la première bande annonce que j'ai vue, c'est Netflix vous recommande de ne surtout pas regarder cette série. Ouais. Le Si film vous voulez, commence comme ça vous aussi. voulez voir quelque chose qui se finit bien, passez votre chemin, etc. Et même plus complexe parce qu'ils nous promènent au niveau des décors et vous nous disent oui là tout le monde est parti parce que tout le monde est déprimé sur le plateau, etc. Enfin, donc je pense que au moins ils ont pris en compte l'aspect. Ils ont un service marketing qui a de l'humour. Oui, et puis ils ont pris en compte l'aspect méta qu'il y a sur les bouquins qui nous conseillent de refermer le livre, etc. Enfin bon, du Ce coup, que j'ai voilà. fait. Voilà, Pour ouais. ma part, il y a aussi les 10 petits pingouins qui sont. Je kiffe ce bouquin qui est C'est un sur. livre pop-up. C'est un livre pop-up et puis surtout au niveau de la sonorité, je le trouve extrêmement drôle en fait. C'est il y a à cause des rimes, à cause des rimes, mais aussi parce qu'il y a une ironie dans ce livre sur le fait que c'est comme les dix petits nègres, quoi. C'est vraiment une référence aux dix petits nègres où tu vas voir mourir les pingouins. Même pas fait le rapprochement. Tu vas voir mourir les pingouins au fur et à mesure dans des trucs absolument affreux. Et il y a une cruauté dans ce livre et une ironie qui me touche énormément. Et du point de vue de mon humour noir, ça me convient parfaiement. Moi, il y a des illustrateurs que j'ai découvert adulte. Benjamin Lacombe, je l'ai découvert adulte. Son univers un peu à la Tim Burton me plaît beaucoup. Et il y a, comment elle s'appelle, une illustratrice cette fois-ci, femme.
Ça va me revenir. Bon, on peut poursuivre, ça Non. va me revenir. En fait, ce podcast, c'est un peu votre ode à l'enfance, tout simplement, et puis y compris pour les adultes. À l'enfant qui est en moi et au Voilà. fait que c'est ce que je continue à rechercher, cet émerveillement dans les livres que je lis, quels que soient en fait les livres. Et c'est pour ça que je disais, moi, je lis pas que de la littérature jeunesse, je lis tout type de livres. Je lis aussi tout type de création. Je veux dire, moi, je vais je lis des romans de gare encore Alors aujourd'hui. pourquoi vouloir faire un podcast particulier sur la littérature de jeunesse en particulier, tu vois ce que je veux dire? Pour la remettre à sa place au sein de la littérature et qu'elle lui soit rendre pas. Ouais, là, pour lui rendre justice. Pour lui rendre justice. Et en Qu'elle fait, ne soit pas- de la Vous même trouvez qu'elle est dépréciée aujourd'hui? Qu'elle ne soit pas à la fois dépréciée ou au contraire abordée trop naïvement, en fait. De la même façon qu'il faudra en faire un pareil sur la fantasy et sur la SF, parce qu'en fait, dès qu'il y a une De toute étiquette. façon, moi je t'avais dit, toute la série, qu'est-ce qui nous a touché, qu'est-ce qui nous a marqué. En fait, toute la série de qu'est-ce qui nous marque dans notre inconscient d'auteur ou de joueur. Nos références, je pense qu'il faudrait faire un jour un sort à Star Wars, un jour un sort Ouais. aux séries. Bien sûr, Et bien sûr. je pense qu'il y a C'est aussi le un principe certain d'ADN, hein, snobisme dans la littérature qui s'installe au Oui. fur et à mesure quand on vieillit. À savoir qu'on va quand même pas lire n'importe quoi. Mais on s'en branle, lisez ce qui vous... Ne soyez pas cloisonnés, quoi. Allez voir partout, gardez votre curiosité. N'ayez pas un espèce de surmoi. Ouais, et puis, Si vous lisez des trucs qui vous plaisent pas, ça que- vous permet aussi de savoir ce qui vous plaît. Je veux dire, le fait de se contenter, c'est comme sur Facebook. Quand on a, à force, on se contente de regarder uniquement des choses qui correspondent à ce qu'on Ah, pense. ces idéaux, ouais, propre. C'est des pareil. algorithmes qui travaillent Et pour du nous, en coup, fait. c'est un peu dommage parce que je pense que c'est aussi utile d'aller voir des choses qui à la base ne nous Ouais. ressemblent pas pour pouvoir être confronté à différents Non. types de. Je suis d'accord. Toi, dans Adrien, t'en as lu. Ce que tu dis, ça me fait chier. Je suis d'accord dans l'idée. Je suis d'accord dans l'idée. Le truc, c'est qu'en fait, Attention. t'as pas un temps infini, quoi. Donc tu peux pas passer ton temps à lire de façon équivalente tout. Oui, non, d'accord, mais pour moi, Adrien, toi, t'as fait cette curiosité d'aller Oui, voir, oui, ne moi, serait-ce j'ai que parce que déjà fait tu vis l'effort avec d'aller lire du Natacha tout, ouais. et que Natacha te conseille de T'as lire le droit des... de, t'as le droit Dans de la pas bibliothèque, aimer, mais- j'ai lu des classiques, Voilà. j'ai lu de la science-fiction, Bon, j'ai bah, lu des bouquins T'as super pas zards. trouvé j'ai lu de chaussures la- à ton pied, Voilà. mais au moins t'as lu, tu t'as eu cette curiosité-là d'aller chercher de la littérature pour enfants. C'est l'appel que sont en train de lancer ici Natacha et Flavie. Donc t'es pas concerné. C'est juste que Ouais, bah, bien toi sûr, c'est pas bien ta sûr. tasse de thé. Bon, bah, voilà. Mais au moins t'as été lire. Là, il y a des gens qui s'interdisent carrément de lire ce type de livre parce que tu comprends, c'est pour les enfants. Je suis Voilà. même pas sûr que ce soit qu'ils l'interdisent en fait. Bah, si. C'est qu'ils se sentent non, c'est qu'ils se sentent même pas visés en fait. Bah, en fait, écoute, la Moi, classification je même dans vis- les. mes deux parents, hein, ce sont des gens qui ne regardent pas de dessins animés parce que ce sont des dessins animés. Voilà. C'est Ouais, non, mais je- c'est aussi je simple que sais ça. bien, ouais. c'est parce que ça fait, je sais pas. Honnêtement, je sais parce que je sais pas. Je saurais pas te dire pourquoi, mais en tout cas, voilà. On leur montre des dessins animés. Si c'est Mais je animé, pense qu'il y a aussi une Bah, question. c'est dommage. Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude de médias dont on parlait au début. C'est qu'en fait, je sais pas si nos parents étaient aussi bercés dans les dessins animés que nous on l'a été quand on était enfant. bah, attends, tu plaisantes. Blanche Neige et tout, ça date des Oui, années. et puis moi, ma mère, elle a regardé des séries animées Et le Tex Avery, matin. les Ah, Tex moi- Avery. moi- Mon moi- père est fan de Tex Avery, par contre. Il imite. mes Conan parents, Doyle. Ouais, ma mère Enfin, regardait, moi, ma mère regardait a tous eu les la télé Candy. super tard en fait, par exemple, Ouais. quand elle était jeune. Donc Ouais. tu vois, pour ma mère, je sais pas. Mon père, je sais qu'il a pu voir les Shadocks ou des trucs comme ça. Mm. Je sais pas je sais pas s'il a regardé souvent ou pas la télé. Donc tu vois, je peux pas juger de tes parents ou des parents en général, mais la question de est-ce qu'ils ont eu ou pas cette culture-là, elle est importante. Moi, je me Ouais. demande jusqu'où, justement, le podcast que vous êtes en train de faire là, il s'adresse pas à une génération qui est déjà passée. Parce que les jeunes, tu vois, nous, les jeunes Ouais. qu'on rencontre, les darkies. Alors sur les animés, etc., certainement, en même temps, c'est pas ce dont on a parlé. Non, bien sûr. Par contre, sur la Sur la littérature, il y a jeunesse. encore un gros snobisme. Aussi parce que quand on Mais sur vieillit, mine de Ah. rien, La lecture en général, en fait, il y a encore un quand gros- on vieillit, on se dit qu'on va lire des livres pour adultes intéressants dont on pourra parler. etc. Enfin, tu vois, il y a aussi il y a ce côté-là. Je dis pas que t'es concerné, Adrien. Je Non, dis non, que non, Non, mais- non, non, non. Non, mais moi je réfléchis aussi aux gens que je connais qui ne lisent quasiment pas en fait, et c'est juste Ouais, ça. ouais. Et c'est même pas une question de ils vont lire des trucs snob ou autre. C'est, enfin, la question elle est même pas là, c'est qu'ils ont pas forcément le temps ou la motivation. de J'avais lire. une question comme ça. Dis-moi, Natacha, est-ce que si c'est pour lire de la littérature de jeunesse, j'ai le droit de le lire sur une tablette? Mes élèves me demandent, quand je leur donne un livre à lire, Madame, est-ce qu'il peut se trouver sur Internet? Ma réponse, je vous le dis très honnêtement, parce que quand je suis prof, je suis pas Natacha devant les micros de la cellule et je suis pas Natacha en soirée avec des amis ou quoi. Ma réponse, c'est vous pouvez.
Ça dépend des titres pour lesquels ils me demandent. Parce qu'il y a des titres Déjà, ils peuvent le commander sur Amazon. Il y a des titres, je ne sais pas où s'ils se trouvent ou non sur Internet. Je dis, vous pouvez essayer de le chercher de manière légale. Je précise toujours. Mais je préférerais que vous le lisiez sur papier. Mais je ne leur interdis pas parce que ces élèves-là qui me demandent, ça veut dire qu'ils vont le lire. Et déjà, quand ils font la démarche de le lire, c'est déjà pas si mal, quoi. C'était un gros troll, Natacha. Mais ta réponse est intéressante quand même. C'est-à-dire que tu préfères des gens qui lisent, même sur tablette, que des gens qui ne lisent pas du tout. C'est ça que tu veux dire? Oui, et puis je me dis que de toute façon, au bout d'un moment, avec moi, de toute façon, en classe, ils lisent sur papier. Donc, voilà, je sais qu'à un moment donné, ils liront forcément sur papier. Bien sûr. Voilà. Et encore une fois, c'est aussi parce que je fais le distinguo entre mon discours de prof qui tient à ce que les élèves lisent et mon discours de militante. De militante à côté, d'accord. Okay. Oh là, tu réponds très sérieusement à un troll énorme. Oui, parce que j'aime pas les trolls. C'était juste une blague. Voilà. Grom. De toute façon, il va falloir malheureusement que ce podcast s'arrête. Est-ce que vous aviez une dernière chose à dire pour conclure ce podcast ou est-ce que vous avez fait le tour? Non, je crois que j'ai assez demandé à ce que les gens continuent à être curieux. Donc, pas de différence entre la lecture, la littérature pour adolescents et la littérature pour vraiment les jeunes enfants qui savent même pas. Si ce n'est, il y a des découvertes qui peuvent se faire à des âges et d'autres à pas voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas trop parlé de Bitlit. On peut parler de Hunger Games et de Twilight. Moi, j'ai adoré Hunger Games. J'ai trouvé que l'intrigue était très bien construite. J'ai beaucoup aimé les livres de Hunger Games. La fin est par rapport à toute l'intrigue est géniale et très bien faite sur la question de ce que c'est que la dystopie, etc. Par contre, il y a d'autres œuvres qui ont surfé sur cette vague de la dystopie qui sont beaucoup moins bien. Le premier film de Divergente est très bien. Le deuxième montre que l'univers n'a aucune cohérence. C'est la même chose pour le labyrinthe. Les univers n'ont aucune cohérence. Voilà. Et donc, du coup, Hunger Games, je pense, dans ce genre de littérature adolescente qui a eu énormément de succès, qui a eu un succès commercial énorme, est un succès commercial qui finalement se mérite parce que c'est bien écrit, parce que les problématiques sur justement la télé-réalité et sur les médias sont intéressantes, etc. Twilight, j'ai lu le premier, j'ai pas eu envie de lire la suite parce que c'était trop cliché en fait, tout simplement. Je pense que je suis une fan d'Anne Rice, donc Twilight, j'ai un peu le même avis que Anne Rice sur le sujet, à savoir que je ne vois pas pourquoi un vampire millénaire continuerait à aller au lycée. Mais voilà. Alors pas millénaire, parce qu'on apprend que quand même il a été mordu pendant, je sais plus si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale, mais il n'empêche. Il a vraiment du mal avec la conjugaison, Mais à côté de ça, je peux comprendre l'intérêt de jouer avec, de créer un truc cliché, si ça amène, je peux comprendre l'intérêt, d'autant que il y a un truc que j'ai trouvé bien fait dans les livres de Twilight, qui est le moment où en gros on la quitte, le mec la quitte, donc le vampire la quitte, donc ça y est, c'est la dépression, elle est incapable de se sortir de ça. Et il y a les chapitres, en fait, c'est juste octobre, rien. Et tu tournes la page et c'est un nouveau chapitre. Novembre, rien. Et ça, j'ai trouvé ça cool quand je l'ai lu. Je me suis dit, c'est fun. Mais ça reste, voilà. Mais je comprends pourquoi il y en a qui aiment les bouquins Twilight. Il y a un côté aussi agréable à lire du cliché. Moi, pour le coup, c'est pas ma tasse de thé, mais je peux comprendre. Ouais, moi, ça serait l'équivalent du roman de gare version littérature jeunesse. Puis aussi, pour pouvoir connaître les clichés de quelque chose, il faut bien en avoir lu avant. Et peut-être que pour les gens qui lisent Twilight, en fait, c'est peut-être la première fois qu'ils lisent des livres de romans de vampires ou ce genre de choses. Et il y a quand même, faut voir qu'à la base, c'est quand même pas dirigé vers les adultes. Donc il y a quand même quelque chose. Même quand c'est la première fois que tu lis un livre sur des vampires, c'est peut-être intéressant d'être confronté à ces clichés pour pouvoir les retrouver après. Donc je sais pas. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant avec ces sujets, sur ces étiquettes et sur la littérature de jeunesse et tout, c'est qu'en fait, ils nous interrogent sur la limite qu'il y a entre l'enfant et l'adulte. Et moi, ça, par exemple, c'est un truc, je comprends pas. Moi, c'est clair et net, je ne comprends pas, je vois pas la différence, en fait, entre un enfant et un adulte. C'est juste qu'il y en a un qui a plein de questions et l'autre qui a plein de questions. En tout Non, cas, c'est pas les mêmes questions, en fait. Il y en a un qui a des responsabilités aussi, entre les deux. Ah, c'est différent. Ça, c'est intéressant comme. En tout cas, mon prochain achat, Une moi. responsabilité, une expérience. C'est un enfant. Mon Mais prochain. Non, ça, je suis en train d'en faire un. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a des responsabilités, il aurait une littérature, tu vois, qui parlerait de ces responsabilités-là, alors que quelqu'un qui n'aurait pas encore ces responsabilités-là,
tu vois, aurait une littérature qui n'en parlerait pas. Et donc en fait, on définirait les livres en fonction des responsabilités Non, parce qu'il y a plein de des bouquins lecteurs. pour enfants qui parlent du fait d'enfants qui se retrouvent confrontés à un Quand manque elle parle de responsabilité. Fantomette, elle a ses responsabilités de se faire à manger, etc. Donc ça en parle quand même. Oui, mais c'est pas les problématiques. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Les bien problématiques de Fantomette, c'est pas comment elle va réussir à nourrir son Mais chat. regarde, Sa Majesté des Mouches, c'est des enfants qui se retrouvent confrontés au fait de devoir avoir des responsabilités sur une île et ils vont. Non, mais tu vois, ça pourrait être une, En fait, une justement, conclusion de ce podcast. Ça pourrait être ça. Ça un pourrait des être... questionnements propres aux enfants, c'est comment je vais aborder le moment où j'aurai mes responsabilités. Ouais. Et c'est pas Ouais. le même regard que le regard du OK, maintenant je les ai et je sais pas comment les gérer. Moi, j'avais entendu ce que disait Natacha autrement. Je me disais, dis-moi de quelle problématique le livre parle, de quelle responsabilité les héros ont ont à s'occuper, et je te dirai de quelle littérature il s'agit. Si c'est de la littérature pour A ou B, quoi. ouais, enfin, mais Même pas mettre un évidemment, mot de fixer des jeunesse. limites, toujours, Ouais. c'est con parce qu'il y a toujours des contours flous. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que ne fait d'ailleurs Charybde. Ouais, c'est ça qu'ils c'est- font, c'est c'est ça, ouais. d'aller chercher là où, dans les. La Je sais plus librairie, comment ils hein. appellent ça, Les- les Littérature interstices. grise. Interstitielle. La littérature interstitielle. C'est-à-dire ce qui est justement dans les contours flous et compagnie. Et donc, dans la littérature pour enfants, pour la jeunesse, j'imagine. En tout cas, c'est un moi, peu mon pareil. prochain achat, c'est la BD Seule. Parce que ça m'interpelle et que j'ai envie de la lire. Donc, peut-être, je vous en parlerai lors d'un prochain podcast. Mais là, c'est de la BD encore. C'est encore différent. Ouais, mais c'est de la BD classée jeunesse. Et pourtant, je pense, vu le pitch, que ça n'a pas l'air si jeunesse que ça. Ok. Bon, merci Natacha et Flavie de nous avoir comme ça donné quelques conseils de lecture si on est intéressé comme ça, intrigué par la littérature de jeunesse. Ça nous aura permis aussi de nous rendre compte que c'est un style peut-être plus complexe qu'il n'y paraît, avec une richesse insoupçonnée. Donc il y a des profondeurs là-dedans. Merci. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout lisez bien du coup. Tout à fait. Voilà. Exactement. ouais. Salut tout le monde. Ciao.